Bonsoir à toutes et à tous. Il est 21h05 et 36 secondes à mon horloge. Nous sommes lundi soir, le 14 février, joyeux Saint-Valentin. Oh, putain, on passe cette soirée entre amoureux apparemment. C'est votre rendez-vous du lundi soir politique. 66 millions de procureurs, l'émission où tout le monde aura son mot à dire. Ce soir, comme vous pouvez le voir, on se retrouve pour un retour sur l'actu. On a des sujets brûlants sur le tapis. Un peu d'international, un peu de national, vous allez voir, c'est très sympa. En tout cas, merci d'être là et je passe tout de suite la main à mes collègues. Bonsoir Adrien, bonsoir Alexis. Comment allez-vous? Mais si, vous Non, nous entendez. non, non, je t'assure. Non, tu parles très très bas, Alex, Non, Adrien, je crois. non, 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 bah, est-ce que vous nous entendez? C'est bon? Attendez. C'est Oui, c'est bon, bon, ça oh marche. là 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 C'était là pas là une là là question, je là. parlais bas. Donc je dis bonsoir. Non, bah ouais, j'allais C'était dire une blague du coup, c'était. un début d'émission sans problème technique, mais bon, Non, mais je un l'entendais. début d'émission avec peu de problèmes techniques, c'est déjà ça. Et ben, on est content parce que ce soir, on remet un peu le nez dans la campagne. J'allais dire autre chose, mais dans la campagne. Et on reparle un peu de politique. Donc, bah, c'est cool. En tout cas, un peu de politique maintenant. Avec quelques sujets. Alexis, tu vas commencer un peu par nous parler de cette crise ukrainienne dont on entend beaucoup parler et à laquelle moi j'ai pas pigé grand-chose. Donc, tu vas peut-être pouvoir m'éclairer un peu là-dessus. Et puis, on va parler de notre Valou national qui n'a pas fini de faire parler d'elle, en tout cas cette semaine, déchaîner un peu la chronique à tous les niveaux. On va voir pourquoi. On refera un petit tour un peu plus général sur la campagne. Et DB, toi, tu voulais nous parler un peu plus particulièrement peut-être des convois de la liberté. Donc on va parler de tout ça aujourd'hui. C'est vaste comme programme. Comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à réagir, nous parler de choses qu'on n'aurait pas vues ou de sujets que vous avez envie de traiter, etc. etc. Alexis. Oui, bah, salut tout le monde, merci. Donc j'ai mis mon plus beau col roulé d'espion russe pour traiter de ce sujet-là. Non, peut-être avant, pour faire un point sur la suite, les prochaines émissions. La semaine prochaine, on va pouvoir le redire en fin d'émission, mais on reprend les sujets un peu de fond d'actualité parce que il y a plein de thèmes dans une campagne présidentielle, normalement, qui sont traités. Là, cette année, la campagne est un peu particulière. On pourra d'ailleurs revenir sur pourquoi est-ce qu'elle est particulière. Mais salut les CodeH, Team Colrolé, effectivement. Mais donc, on va un peu revenir sur les grands thèmes qui font quand même la société française. Ça, c'est très dit comme ça, évidemment, c'est très pompeux, mais la société française, sur des questions d'éducation, voilà. Le plateau est déjà plein, voilà. Donc, on aura une émission, vous savez, un peu les émissions de base avec nous, on ne parle pas tout le temps, on donne la parole à des gens qui vont débattre. Donc soyez là Et on et est on va content. parler du sujet principal. On est très content de pouvoir recommencer ça. Mais effectivement, aujourd'hui, on va un peu parler entre nous. Mais alors vraiment, n'hésitez pas dans le chat sur tous les sujets qu'on va évoquer là à rebondir. C'est comme l'a dit début en intro, c'est votre émission dans le sens où nous on donne des éléments. Après, on en débat avec ce que vous voulez en faire. Donc, n'hésitez vraiment pas. Viop, futur méchant russe de James Bond. Oui, voilà exactement. Peut-être que c'est moi le prochain James Bond qui a été casté. Parce qu'il n'y a plus de James Bond là en ce moment. Bref, trêve de James Bonderie. Je vais effectivement revenir sur les questions internationales, parce que c'est quelque chose qui nous a été demandé quand on a fait notre émission de bilan de l'année. On nous a dit les questions internationales, ce serait bien que si vous pouviez un peu plus en traiter. Et je rebondis pour dire, n'hésitez pas bien sûr à sub à la chaîne si vous voulez plus de questions internationales. Tu n'as pas compris grand-chose à la crise, mais je ne sais pas si aujourd'hui ça va vraiment ce soir t'éclairer parce que on ne peut pas refaire l'ensemble, on ne peut pas revenir sur l'ensemble des éléments qui font l'actualité, en tout cas la crise russo-ukrainienne. Je voudrais éviter le syndrome du j'ai-tout-comprisme qu'on utilise souvent pour les questions notamment liées à l'écologie. Je pense au blog Bon Pote qu'on avait évoqué quand on a fait notre émission sur la COP. Le jeu tout comprisme, c'est de croire qu'en lisant 3 articles de journal sur un sujet complexe, on va comprendre tous les enjeux.
le sujet de la crise ukrainienne est un sujet extrêmement complexe qui prend sa source dans le passé récent. Il y a la question de l'extension de l'OTAN. Il y a ce qui s'est passé en 2014 en Ukraine avec le renversement d'un gouvernement pro-russe pour mettre en place un gouvernement, disons, plus pro-occidental. Mais aussi le temps long. La crise actuelle trouve ses sources dans la chute de l'URSS et même, on peut remonter jusqu'à la débâcle russe, enfin soviétique de 1941. Bref, il y a en plus une multitude d'acteurs qui sont en jeu ici. On parle des Russes, des Ukrainiens, mais les Allemands, les Français, les Américains, tous ont des intérêts qui sont parfois divergents, des intérêts économiques, diplomatiques, géopolitiques ou autres. Bref, on va compter sur les historiens pour, dans quelques années, nous dire exactement ce qui s'est passé. Aujourd'hui, je vais quand même revenir sur quelques éléments de la crise pour redonner un peu le contexte quand même un peu global. Et puis après, on va parler de l'impact sur la campagne présidentielle parce que même si les questions de relations internationales sont rarement des questions qui sont primordiales au sein des campagnes présidentielles, les éléments d'aujourd'hui peuvent laisser penser que si, et de toute façon, en fait, il y a un clivage qui existe, et c'est pas le même clivage c'est pas le clivage habituel. Bref, qu'est-ce qui reproche à la Russie aujourd'hui ? Il reproche à la Russie, depuis quelques semaines, de masser des soldats à la frontière avec l'Ukraine, faisant craindre une invasion de ce pays. On parle d'entre 100 et 150 000 soldats, ce qui est quand même beaucoup. Les Occidentaux accusent Moscou de chercher à déstabiliser la région. Après la crise biélorusse des migrants, souvenez-vous, on en avait parlé ici. La Russie, de son côté, affirme se défendre contre toute extension de l'OTAN. Donc, on est dans une situation de tension extrême, avec les Américains et les Britanniques qui ont demandé à leurs ressortissants de quitter l'Ukraine. D'ailleurs, l'information est tombée il y a une heure maintenant à peu près. L'ambassade américaine à Kiev a été transférée à Lviv. Alors, je ne sais pas comment on dit. En allemand, c'est Lemberg. Voilà, une ville à l'ouest en tout cas. Ce week-end, les États-Unis annonçaient que Poutine pourrait attaquer Kiev avant la fin des JO, qui se situe ce week-end. Les dernières infos donnaient même éventuellement une attaque pour mercredi. Donc, là, on craint un conflit. On a bien du mal à imaginer les contours et les conséquences parce qu'il y a de plus en plus de soldats américains présents dans les pays d'Europe de l'Est. Alors, est-ce qu'on va avoir un affrontement armé ? Est-ce qu'on va avoir des sanctions qui, fonctionnent pas trop, pas plus que ça ? Parce que les sanctions, en fait, elles mettent pression autant sur les personnes qui les émettent que sur les personnes qui les subissent. On voit bien en Europe, les sanctions sur la Russie, c'est un bordel sans nom. Et Joe Biden a dit qu'il n'y aurait pas d'affrontement sur le sol ukrainien entre des soldats américains et des soldats russes. Parce que, évidemment, on peut se demander, comme on le disait tout à l'heure en off, qui veut mourir pour Kiev aujourd'hui, qui n'est ni membre de l'Union européenne, ni membre de l'OTAN. Bref, en fait, ici, vous voyez, il y a plein d'enjeux. Parce qu'on parle de cette crise ukrainienne, mais il y a la question de la Russie, la question de l'OTAN, la question de l'Ukraine. La Russie, ce qu'elle veut, c'est à tout prix freiner l'extension démocratique dans sa zone territorialement proche. Elle l'a déjà fait en volant des élections en Ukraine en 2004, notamment, mais surtout plus récemment avec les élections en Biélorussie qui ont été volées par Loukachenko. Si une ouverture démocratique se passe à Kiev et qu'elle réussit, pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas se passer à Moscou ? Et ça donne des sueurs froides au Kremlin. La Russie, on peut se demander aussi pourquoi est-ce que la Russie le fait maintenant ? Pourquoi la Russie le fait aujourd'hui ? Pourquoi est-ce qu'il y a un rush là comme ça ? Parce que le contexte est particulièrement favorable. Tout d'abord, les Américains, ils regardent ailleurs. Ils sont fragilisés par le retrait chaotique d'Afghanistan. Ils se préoccupent plutôt de leur affrontement larvé avec la Chine et ils connaissent quand même, on peut le dire, de gros problèmes internes. On en avait un peu parlé, mais la démocratie américaine, d'ailleurs, peut-être que ça vaudrait le coup qu'on fasse une émission uniquement sur la politique américaine un jour, mais en gros, la démocratie américaine se reforme, se réfléchit un peu à ce qu'elle est. Voilà. Les autres pays, l'Allemagne, elle a un nouveau gouvernement, et puis là on a bien vu la position d'Olaf Scholz était un peu décevante parce qu'ils n'ont pas l'air non plus de soutenir vraiment la position européenne. Les Royaumes-Unis, Boris Johnson en a déjà parlé, il est empêtré dans son Partygate, et la France est en pleine élection présidentielle. Donc la Russie, en plus, comme elle fournit la moitié du gaz européen et qu'on est en hiver et qu'on a besoin de gaz pour se chauffer, ils se disent, c'est maintenant qu'on peut attaquer. Enfin, en tout cas, qu'on peut mettre un sentiment de pression extrême. Moi déjà, est-ce que vous dans le chat et puis tous les deux, parce que là j'ai déjà parlé depuis quelques minutes, avec ces quelques éléments de contexte, est-ce que ça vous inspire quelque chose de particulier ? Est-ce que ça vous inquiète particulièrement ? Est-ce que Sub c'était pour Poutine, Cheer c'était Team Macron. Qu'est-ce que ça vous inspire déjà comme ça cette crise Moi déjà plusieurs salut Camo. Plusieurs questions, et ça va m'inspirer plus des questions qu'autre chose. Mais déjà tu dis les sanctions économiques ça marche pas, mais pourquoi ça marcherait pas ? Salut Camo Kato. C'est la première. Pourquoi est-ce que,
qu'il y ait une raison. Alors tu dis oui, le gaz, donc je suppose que les pressions vont dans les deux sens, c'est pour ça, mais j'ai pas vraiment les éléments pour y répondre. Tu as parlé aussi de conflits armés. Est-ce que c'est encore envisageable ça, vraiment? C'est pas que du bluff ça? Parce qu'un conflit armé entre la Russie et enfin je j'ai bien du mal à voir comment ça pourrait se solder, positivement pour, une partie comme pour l'autre. Et enfin, bah oui, la France en pleine élection, mais est-ce que justement Macron, il va pas vouloir, prouver sa stature, dans cette affaire-là? Là, il y a 3 points du coup que tu évoques. Le premier, c'est pourquoi les sanctions ne fonctionnent pas. Parce que déjà, en fait, des sanctions sur la Russie, il y en a Mmh. déjà plein. Et en fait, on est quand même dans cette situation. Ça Mmh. crée aussi, en fait, des contre-sanctions. Donc, du coup, ça veut dire que nous, on a un risque, en tout cas, l'Allemagne a un risque pour l'approvisionnement en gaz. Et puis, en fait, de manière très pratique, les sanctions, c'est un bordel sans nom à mettre en place. Et puis, enfin, à part pour l'Iran, peut-être, on n'a pas vu de grands succès. En tout cas, enfin, Poutine, il Oui, n'a et pas puis ça l'air de s'est s'en pas fiche. fait sans peine non plus, quoi, Et c'est donc pas fait sans peine. Et en fait, le ouais. souci, c'est que c'est les Américains qui vont mettre des sanctions sur les Russes, mais c'est les Européens qui vont devoir les mettre en place. C'est les Européens qui vont devoir Mmh. en subir les conséquences. Donc ça, c'est un peu les sanctions, ça a un peu fait son temps. Deuxième question, c'était sur l'affrontement armé. Ouais. L'affrontement armé, en fait, ceci c'est que là, on dit que c'est l'incertitude, c'est qu'il peut se passer beaucoup de choses. Demain, donc après-demain, mercredi, ou peut-être un peu plus tard, enfin, ou avant, on ne sait pas, si Poutine attaque, euh, il va aller directement à Kiev et prendre l'Ukraine et mettre un gouvernement pro-russe, c'est une possibilité. Ce qu'il peut faire aussi simplement, c'est de prendre le Donbass, qui est déjà en lutte avec les séparatistes pro-russes, un peu comme il avait annexé la Crimée, il s'était rien passé. Ça peut être un Oui, affrontement c'est vrai, militaire. ouais. Bah, oui. Donc en fait, ça peut prendre beaucoup de formes. Là, le risque derrière, qui est vraiment le risque ultime, mais qui a aujourd'hui peu de chances d'arriver, c'est que ça soit un enchaînement du type assassinat Oui. de François Ferdinand à Ouais, la 3e guerre Sarajevo, mondiale, et puis, tout le voilà, monde passe, avec quoi. la Russie qui attaque Kiev, les États-Unis qui mettent une pression de ouf, la Chine qui en profite pour annexer Taïwan, et puis après. Ouais, c'est le spoil. Dernier point, c'est Macron, et on y reviendra, parce que je vois que Kamokato en Ouais, parle aussi dans le chat. On y exact. reviendra. Moi, je vais juste faire un point, justement, peut-être Kamokato aura des choses à dire, ou vous, sur l'OTAN. Ah Parce oui, que, je veux bien aussi ça. en fait, ce qui est au cœur de tout ça, c'est que la Russie estime qu'après la chute de l'URSS, une promesse a été faite à Boris Eltsine qui consistait à dire l'OTAN ne va pas s'étendre jusque dans l'ex-URSS. Dans les faits, beaucoup de pays de la sphère d'influence soviétique ou ex-sphère d'influence soviétique ont rejoint l'OTAN et de nombreux pays veulent le faire, notamment l'Ukraine. L'Ukraine, qui est un pays souverain, on ne peut pas refuser à un pays souverain de demander une adhésion à une organisation internationale. Après, si l'organisation accepte ou pas, c'est une autre raison. Mais l'OTAN, honnêtement, depuis la chute de l'URSS, elle est intervenue où? Au Kosovo, ok, c'est en Europe. Pour rappel, l'OTAN, c'est l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Donc, c'est ce qui protégeait l'Europe, sous couverture américaine, de l'Union soviétique. Elle est intervenue au Kosovo, ok, c'est l'Europe. Mais en Afghanistan et en Irak. On peut se demander un peu pourquoi l'OTAN existe encore aujourd'hui et quelle est sa raison d'être. Il faut rappeler que Macron, au début de son quinquennat, il avait dit que l'OTAN était en état de mort cérébrale. Eh bien, en fait, aujourd'hui, les conséquences des actions de Poutine, c'est que l'OTAN retrouve une raison d'être, en fait. Et que du coup, les pays qui sont pas dans l'OTAN se disent il faut absolument en fait qu'on aille dans l'OTAN parce que sinon le taré, enfin excusez-moi, sinon Vladimir Poutine va avoir des problèmes, il va me faire hacker et tout. Sinon Vladimir Poutine, il va probablement représenter un risque pour mon pays. Donc là il y a un souci. Mais est-ce qu'on peut vraiment blâmer la Russie qui voit donc quand même l'ennemi héréditaire, l'OTAN qui était quand même l'ennemi durant la guerre froide, qui se rapproche et qui veut maintenant peut-être s'étendre jusqu'à un pays, l'Ukraine, qui est considéré comme le berceau de la civilisation russe actuelle. Donc voilà, qu'est-ce que vous pensez, vous, de l'OTAN? Qu'est-ce qu'on dit dans le chat? Le Donbass serait déjà une belle prise pour les Russes. Si ça se limite à ça, probable que ça satisfasse tout le monde. Effectivement, à Karak, je suis Bah assez ouais, d'accord. Donc le Donbass, c'est cette petite région au sud-est c'était le cœur de l'URSS, il disait à l'époque, le de l'Ukraine. Donbass. Et voilà. Et en fait, Poutine a publié un texte l'été dernier qui aurait peut-être dû nous mettre la puce à l'oreille, qui était un texte en fait qui expliquait en quoi ce que les Russes et les Ukrainiens faisaient partie d'un même peuple. Et il parle du Donbass en disant que voilà, historiquement, etc. etc. Donc il est possible que les Américains acceptent. D'ailleurs, c'est triste qu'on dise les Américains, hein. Ouais, Ça devrait ouais, être nous, les Européens, etc. Mais acceptent de lâcher le Donbass. Voilà. Mais en 2014, on a eu la Crimée. En 2022, il y a le Donbass. Qu'est-ce qui va se passer après? Et tu vois, là je disais qu'il faut éviter le j'ai tout compris, mais il y a plein de sujets qui viennent en compte. C'est que Poutine a plein de problèmes internes, donc il veut aussi
faire en sorte que l'opinion publique russe se porte sur quelque chose d'autre, sur la grande Russie impériale. Il arrive aussi peut-être avec une envie il a 70 ans, de laisser une trace dans l'histoire. Il y a énormément de sujets, donc c'est pour ça que on va pas en parler pendant 3 heures, parce qu'on pourrait faire une émission de 3 heures sur le sujet. Et je vous propose qu'on passe plutôt à ce que ça implique pour la France. À moins que vous La ayez d'autres points campagne que en ce vous... moment, ouais. Attends, on a quand Alors, même des réactions là, hein. vas-y, je t'en prie, lis-les, parce que j'ai beaucoup... Beaucoup de commentateurs, si Poutine prend le Donbass, joueraient la carte éplorée de l'expansion allemande des années 30. Or, Poutine n'a bien sûr pas pour ambition de retrouver les frontières de l'URSS. Qui veut mourir aujourd'hui pour le Donbass, nous demande Kamokato. Autant qui voulait mourir pour la Crimée. Oui, bah, comme personne ne veut mourir pour Kiev non plus, en fait. Hein. Mais bon, est-ce que oui, s'il annexe le Donbass, c'est pas l'Anschluss non plus, quoi. Non, mais la question, c'est plutôt de réagir autrement et de prévenir quand même l'acte, je pense, peut-être par d'autres méthodes, mais... Et à prévenir l'acte par d'autres méthodes, et ben c'est exactement ce qu'a fait, ça tombe vraiment, c'est une très belle transition, c'est exactement ce que voulait faire Emmanuel Macron quand il s'est rendu à... Ouais, mais peut-être pas les méthodes de Macron, du coup. Non mais, écoute, il était C'était lundi dernier à incroyable, Moscou, ça. Oui, on a vu. Ah, du coup, il était Cameron nous en mardi... parlait juste avant de... Voilà, il était à Moscou, on se souvient, je vais pas revenir sur le test PCR qu'il a pas voulu faire, la table, etc. Vous avez vu ça, tout ça. Ouais, c'était marrant, Cameron ça. dit l'humiliation de la rencontre joue contre lui, aucun accueil à l'aéroport, distance physique, puis sa déclaration selon laquelle Macron n'était pas un interlocuteur essentiel, etc. Effectivement, Macron, ce qu'il voulait, ce qu'il cherchait avec ses déplacements, c'était à maintenir le dialogue ouvert avec Poutine et à montrer qu'il avait une stature internationale en disant, regardez, c'est grâce à moi qu'on a évité la crise. Ok ? Lui, après la rencontre, il a dit oui, moi j'ai obtenu que la Russie ne renforce pas le déploiement de ses troupes aux frontières de l'Ukraine. Le Kremlin, 2 jours après, dit non, c'est pas vrai. Il y a eu l'utilisation de la finlandisation qui voudrait dire en fait que l'Ukraine ne rentrerait jamais dans l'OTAN. Parce que d'ailleurs, enfin, petite parenthèse, il y a déjà eu des discussions pour faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN il y a quelques mois, c'était en septembre, je crois. La France et l'Allemagne avaient dit bah non, enfin surtout pas, parce que ça va créer des tensions avec la Russie. Donc la France, c'est pas nouveau non plus, hein, que la France n'a pas envie non plus de mettre de l'huile sur le feu. Bon, finalement, en fait, il a obtenu un statu quo pour l'instant. Est-ce que ça suffit pas ? Voilà. Alors, il y a beaucoup de messages. Kamokato dit c'est dommage car la France trouverait une position indépendante, l'Allemagne n'ayant aucun levier, avec un Poutine qui a toujours un doigt sur leur robinet à gaz, en se retirant de l'OTAN, par exemple, ce qui calmerait les États-Unis. Je pense qu'il faut que la France se retire de l'OTAN. Mais ce qui est intéressant, et là je vais peut-être faire un petit détour pour revenir après sur Macron, mais je voudrais parler des positions des candidats à l'élection présidentielle sur ce sujet. Parce que justement, là, il y a beaucoup de choses qui commencent à être évoquées. Marine Le Pen, quand elle parle de la crise, elle dit « c'est un Cuba à l'envers ». Les Russes ne veulent pas d'armes américaines qui soient à portée de Moscou. Ok, bonne idée. Elle a dit les Américains ne doivent, enfin là, en gros, les Américains ne doivent pas provoquer. Il faut rappeler que la campagne de 2017 de Marine Le Pen avait été financée en partie, 9 millions, par une banque russe. Aujourd'hui, c'est une banque hongroise qui la finance, mais avec l'assentiment de Poutine. Oui. Zemmour, lui, il a dit il faut... Oui, vas-y. Ah bah là, et puis il suffit de regarder la couverture de Russia Today sur tous les événements français pour... Voilà. Ouais. Zemmour dit il ne faut surtout pas que l'Ukraine entre dans l'OTAN. Il a dit la crise actuelle repose uniquement sur la faute de l'impérialisme américain. Mélenchon, lui, considère que dans la situation actuelle, c'est l'OTAN l'agresseur. Voilà. Donc c'est quand même assez intéressant parce qu'ils partagent tous les trois une certaine vision des choses. Voilà. Et on a aussi, parce que là on peut prendre, ces candidats ils représentent 40% de l'électorat, mais ils sont des candidats qu'on peut considérer comme étant un peu extrêmes. C'est pas le, mais certains dans une... C'est pas le seul truc de la soirée aussi, vous êtes tous d'accord, c'est marrant. Hein. Ah bah tiens, tu vois. Bah, c'est peut-être la soirée où finalement la recomposition politique... mais on a aussi donc Yannick Jadot par exemple, lui bah il dit bah non, enfin il dénonce la complaisance, il parle de Fillon, voilà. Une position plutôt gaullienne pour ces trois-là. Bah justement, c'est plutôt dans cette droite gaulliste qu'on a cette idée que la France doit être non alignée dans une certaine tradition. Et puis pourquoi aller nous quereller avec les Russes ? En fait, l'idée de certains droites, elle est de se dire pourquoi on va garantir des frontières physiques avec l'Ukraine ? Enfin, de l'Ukraine, pardon. Pourquoi, en fait ? Pourquoi la France, pour rappel, l'Ukraine qui est ni membre de l'OTAN ni membre de l'UE, comme on l'a dit, pourquoi la France irait garantir les frontières physiques de l'Ukraine ? Qu'est-ce que ça vous... Non, ça vous inspire rien ça, voilà. Non, si, moi j'écoute avec beaucoup d'attention, c'est intéressant, mais je suis vraiment pas du tout... Mais... Voilà. Et donc ça, c'est en gros les positions des uns et des autres sur la scène politique française. Pour finir sur Macron et Poutine,
il y a eu un nouvel appel samedi entre Poutine et Macron. Poutine, il a répété qu'il n'a pas l'intention de lancer une nouvelle attaque contre l'Ukraine, alors que les Américains annoncent que si. Enfin bref, voilà. Et l'Élysée a dit: nous n'avons pas, dans ce que dit le président Poutine, d'indices montrant qu'il va passer à l'offensive. Nous sommes néanmoins extrêmement vigilants, extrêmement attentifs aux variations de la posture russe, de telle manière que nous puissions prévenir le pire. Donc en gros, la position de la France consiste à dire: on évite le pire, peu importe en fait ce que disent les Jadot, tous les autres candidats. Nous, Macron, il est au-dessus de ça. Donc, est-ce que on va peut-être entrer dans la partie, parce que j'ai beaucoup parlé, mais on va passer dans la partie débat. On sait que Poutine n'aime pas Macron. Il y a eu les Macron Leaks en 2017. On sait très bien que Poutine, il préfère Marine Le Pen, comme le disait IDB avec Russia Today. Est-ce qu'il l'a invité pour l'humilier? Voilà, est-ce que c'est ça? Ça devient le genre quand même. Hein. Bah ouais, je sais pas, vous pensez qu'il a joué quoi? Parce que c'est quand même surprenant. Moi, j'ai été surpris quand j'ai vu que Poutine invitait Macron à Moscou. Ouais, mais Poutine, c'est un concours de qui est la plus grosse en permanence. Non, En tout c'est cas, pas ça, c'est pas dans ça. sa communication, mais il y a ça, il y a toujours eu ça, avec Merkel et son gros chien, alors qu'il savait qu'elle avait peur des chiens. Enfin, il y a toujours eu ça, tu vois. Il y avait Non, mais vraiment ça, toujours mais tiens, la réception, c'est l'occasion de montrer qu'on est au-dessus, qu'on est plus oui, mais puissant. c'est bien sûr, mais c'est pas enfin, le résumé à un concours de la plus grosse, c'est pas ça, c'est de la pression psychologique permanente, certes, mais c'est pas un concours de qui est la plus grosse. Il est pas là dans l'ostentatoire pour juste être dans l'ostentatoire. Il est là pour intimider son adversaire. Oui, bah, c'est Ah ouais, mais c'est comme ça que je le dis, hein, mais bah je ouais, pense qu'on est assez mais d'accord. ça, enfin voilà, j'ai envie de le préciser parce que c'est pas comme ça que j'interprète les mots. Mais ouais, pour moi, c'est vraiment de la pression et c'est là où enfin, il est en pleine maîtrise. Et c'est pour ça, je pense qu'il faut aller sur ce terrain-là aussi pour l'attaquer dans l'autre sens. Euh, je pense qu'on rentre dans une ère où voilà, c'est du contre-espionnage à 400% qu'il faut et une réponse par l'intelligence, voilà, de chacun et c'est tout. Il faut déstabiliser un peu, je pense, certains des axes de Poutine en Russie même. Parce que mine de rien, ouais, il est peut-être le roi, l'enfant roi, mais bon, il a quand même besoin de certains soutiens et c'est peut-être là qu'il faut commencer à frapper la situation actuelle avant qu'on rentre dans un moindre conflit militaire, quoi. Mais Tout cela tout ça parce que donne c'est très important pour lui, pardon, je dis ça. Tout ça donne l'impression que Washington, c'est Kamokato qui dit, tout ça donne l'impression que Washington pilote des tensions en Europe sans mettre un pied sur le continent. La question est de savoir si l'arrière-cour européenne suivra les recommandations tacites du coq, alors que le coq ne descendra pas de son clocher. On passera sur le ton un peu moqueur vis-à-vis des États-Unis. Mais en fait, il y a des soldats américains en Europe, là, il y en a de plus en plus. Il y en a eu encore en plus déployés hier, et puis il y a des avions aussi. Alors là, moi, les avions, je ne m'y connais pas, donc je ne vais pas dire de bêtises. Mais ce qui est surprenant, c'est que les pays d'Europe de l'Est, donc ceux qui sont les derniers entrés dans l'OTAN, ceux que la Russie ne voulait pas voir entrer dans l'OTAN, eux, ils veulent plutôt avoir une présence américaine. Parce que là, on dit Washington, oui, pilote les tensions en Europe, etc. etc. Mais pourquoi faire? Mais c'est vrai qu'il y a un côté où genre, les Américains sont très va-t-en-guerre sur ce sujet. C'est eux qui disent attention, 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 il va y avoir une crise. Les médias américains parlent beaucoup plus de la potentielle guerre que les Français. Et pourquoi faire? Voilà, donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est ça, cette vision Kamokato que tu as, c'est cette vision qu'on peut avoir nous en France, peut-être au Royaume-Uni, en Belgique, en Italie ou en Espagne ou au Portugal, mais en Pologne, ils sont très contents d'avoir les Américains. Ils sont très contents de pouvoir compter sur eux. Plutôt, en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'ils sont plutôt très contents que les Américains pilotent la réponse plutôt que les Français. Donc eux, les Polonais, ça les dérange pas trop quand il y a des négociations qui se font entre les Américains et les Russes sans les Européens. Ils s'en fichent un peu. Donc, moi, ce que je vois par rapport aux Américains, c'est que s'ils mettent tant de pression, c'est pour maintenir un front uni, en fait. C'est vraiment pour dire, en fait, il y a eu un risque de guerre demain, donc on ne peut pas se permettre d'avoir les Polonais qui disent X, les Allemands qui disent Y, les Français qui disent Z. L'opinion publique américaine suit-elle après le fiasco afghan et la popularité zéro de Biden? Justement, c'est ce que je pense que tu n'étais pas là encore quand on parlait de ça. C'est que le moment est très très bien choisi pour Poutine. En fait, c'est que les Américains sont plus faibles aujourd'hui qu'ils ne l'ont jamais été. Voilà. Si je vous pose la question différemment par rapport à Macron. En gros, est-ce que cette crise est une opportunité pour Macron de se démarquer ou est-ce que c'est un risque? Parce qu'on peut considérer que là, aujourd'hui, s'il fait une erreur, ça va lui coûter très, très, très cher sur la question. Mais en gros, est-ce qu'il avait tout à gagner à aller à
à Moscou. En fait, on montrait qu'aucun de ses concurrents ne pouvait le faire, qui était le seul. Imaginez-vous Anne Hidalgo, là, avec sur la table, là, voilà. Montrer une certaine forme de courage aussi, parce que mine de rien, aller à Moscou comme ça, enfin, on ne sait jamais ce qui va se passer. Ou est-ce qu'au contraire, il avait tout à perdre? Parce qu'en fait, il n'a pas besoin de se construire une stature présidentielle. Il a cette stature. On peut lui reprocher beaucoup de choses, mais il a cette stature présidentielle. Et en plus, les questions internationales ne sont jamais au centre de la campagne. Bah, Donc, est-ce que pour vous, on en est où là, vous voyez? elles le sont jamais, mais c'est autre chose de te ramener, parce que là, il est officiellement pas en campagne. C'est quand même Est-ce que ça autre chose. Non, mais c'est autre chose de se ramener en campagne et d'aller dire, bah écoutez, moi la semaine dernière, je discutais avec Poutine. Là, vous en parlez. Moi, j'étais avec lui. Ça te met dans une autre stature, même si tu as été président pendant 4-5 ans. Donc Bien moi je sûr. pense que oui. Alors après le risque il est grand aussi et la photo elle a fait le tour de l'internet de cet immense table, de ce Macron qui est pris de haut quoi qu'on en dise. Donc bah oui, il peut passer un peu pour un con, mais la vérité moi je pense c'est que personne bite rien aux questions internationales. En tout cas peu de gens honnêtement s'intéressent suffisamment aux questions internationales dans ce pays pour pouvoir en parler. Moi c'est pour ça que je t'écoute ce soir, c'est parce qu'honnêtement je suis pas du tout capable de me faire une opinion claire là-dessus sans faire beaucoup plus de recherches. Donc un mec qui va me dire bah écoute moi je prends les choses en main et j'y vais, bah je vais, enfin tu vois, assez naturellement, assez humainement, je vais avoir tendance à me dire bon bah ok il sait peut-être un peu plus ce qu'il fait. Donc je pense que ça lui donne quand même une stature à ce niveau-là. C'est un pari intéressant pour lui. DB, t'es d'accord avec ça? Non, enfin, je comprends ce que veut dire Adrien et c'est complètement valide, hein. Si c'est ça le plan, oui, ça peut marcher. Euh, Après, bon, certes, il y a la campagne, mais vu l'état du truc, enfin, franchement, est-ce que Macron est vraiment angoissé à ce niveau-là? Je suis pas sûr. Euh, Ce que je trouverais un peu dommage si c'est vraiment juste ça le plan, c'est que, enfin, on a quand même besoin d'une solution concrète là, et que oui, c'est pas vraiment, enfin, ce serait approcher le problème de manière un peu irréaliste, on va dire. Et ça, ce serait pas une. Mais c'est de la com, une campagne, hein. Et encore une fois, Ouais, non, mais je la suis com. d'accord. Mais je suis d'accord. Mais si jamais ce mouvement-là est fait purement dans cet axe-là, bah. Ah bah, après, moi, je suis à peu près convaincu que la politique du gouvernement ces dernières années, c'est que de la com, mais ça me concerne. Donc, je veux dire, j'y crois un peu à cette théorie-là, tu vois. Sur la question de. Parce que je l'ai posé en introduction, et puis Kamokato l'a repris, là, cette idée que les questions internationales n'ont jamais pris dans une élection présidentielle. Tout à fait. C'est vrai, et puis en plus, c'est vrai aussi que à changement de président, il n'y a pas eu une rupture profonde sur tous les sujets d'une doctrine française sur voilà, même quand il y a eu une évolution entre les présidents, entre leur couleur politique. Mais est-ce que, je vous pose quand même la question, est-ce que si jamais demain il y a une guerre, est-ce que c'est pas du pain béni pour Macron? Est-ce que finalement Macron n'est pas sûr? Parce que, bon, bah du coup, Marine Le Pen, pro-russe, foutue. Non, je dis pas qu'il a pensé à ça. Parce que si jamais. Probablement que si quand même, hein, mais. Là, aujourd'hui, on pense que Macron va être réélu. Enfin, c'est ce qui est plus probable d'un point de vue statistique. Mais si demain il y a une guerre, je pense que Macron. Enfin. Bah, je suis pas sûr. Je suis pas sûr parce que les gens qui sont pour Marine Le Pen ou Mélenchon, ou genre de choses, qui sont les personnes qu'on a identifiées comme étant parfois sur des lignes alignées avec Poutine, est-ce qu'ils en ont quelque chose? Est-ce qu'ils en ont quelque chose à foutre de l'Ukraine? Est-ce qu'ils en ont vraiment quelque chose à foutre? Non, mais de l'Ukraine, enfin non, mais si demain notre ennemi c'est la Russie, ils en auront quelque chose à foutre que Mélenchon défende Poutine, tu vois. Donc ouais, et ça je suis désolé, je pense qu'en plus. Il faut que ça devienne notre ennemi pour ça. S'il attaque l'Ukraine, c'est pourquoi ça deviendrait notre ennemi? Bah s'il y a une guerre et qu'on. Ouais, voilà quoi. Parce que quoi, pardon? On est le camp occidental, tu vois. Ouais. Et à ce moment-là, moi je pense que le côté patriotique reprend le dessus sur le reste. Ouais, ce serait probablement du pain béni. En tout cas, il pourrait s'en faire un argument. Ils sont très très loin quand même. Moi, je sais pas. Donc, c'est politique. Je veux dire, mais oui. Enfin, j'ai envie de dire pour le, j'ai oublié le nom, mais ce qu'il y avait, la Crimée. La réaction était même, mais il n'y avait pas encore tellement on va dire, d'ingérence russe dans la communication française et dans les médias français. Mais là, je sais pas si tu vas, c'est pas exactement la même situation quand même. Ok, ouais, juste pour conclure, après je laisserai Adrien faire sa transition. Tu soulèves un point qu'on aurait pu évoquer, qui est les liens entre, parce qu'on l'a dit, Marine Le Pen, ça, mais François Fillon aujourd'hui, le conseil d'administration d'une
société de pétrochimie, je suis plus sûr, russe, DSK aussi, Gerhard Schröder, l'ancien chancelier allemand, qui est celui quand même qui a plus ou moins décidé de transitionner du nucléaire vers le gaz, et aujourd'hui, monsieur Gaz de Poutine, et c'est son ami, il y a quand même aussi là des choses qui sont un peu gênantes, mais demain, la Russie, si elle devient notre ennemi, bon, je pense que... Voilà. Et je pense qu'il y a 3000 soldats américains en Pologne actuellement pour répondre à ce qu'a dit Kamokato. Ouais, mais juste, encore une fois, je comprends pas pourquoi vous dites que la Russie serait notre ennemi si elle attaque l'Ukraine, si vous dites d'un autre côté qu'il a envie de mourir pour le Donbass. Mais il y a une différence en fait. Enfin, je veux dire, personne n'avait envie de mourir pour l'Autriche ou pour la Tchécoslovaquie, notamment après la suite de Munich, avant la Deuxième Guerre mondiale. Désolé de faire ce genre de parallèle, mais bon, voilà. C'est pas pour ça que l'Allemagne n'était pas l'ennemi, tu vois. Ouais. Là, je pense aujourd'hui, personne ne peut dire qu'on est plutôt dans le camp de la Russie que de l'Ukraine. Enfin, je sais pas, hein, ça pourrait être l'occasion d'en faire un. Ouais, moi j'aimerais bien qu'on suive ça parce que franchement, c'est. Moi, je vais suivre, je vous avoue que j'ai passé pas mal, c'est vraiment intéressant. J'imagine, ouais, c'est traité trop en surface à chaque fois et moi, encore une fois, j'ai mis 2 liens dans le chat, une ouais, j'ai vu, de merci. 6 minutes et puis voilà, c'est pareil, hein, je vous dis, après ça, vous n'aurez pas tout compris à la crise. Moi, j'ai non, mais c'est déjà des j'en clés. ai parlé quoi. pendant une demi-heure, mais c'est quelques clés. Ça donne des clés, comme ça, après, on peut suivre un peu ce qui se passe. Je sais que j'en ai parlé avec beaucoup d'entre vous, des amis aussi, et c'est vrai que la première question, c'est mais pourquoi il se passe ça, en fait. Oui. Et en fait, quand on réfléchit, il y a bien une raison. Bref, j'ai beaucoup parlé, donc maintenant, moi, je vais un peu plutôt être dans la position autre. Je rebondis, voilà. Non, j'espère que tu vas continuer à parler quand même, mais je rebondis un peu, moi, tu vois, je repense à cette histoire de statut, Macron qui discute avec Poutine. Ma question, elle est simple, c'est, imaginez-vous Pécresse faire la même chose? Non, arrête, ça y est, tout on de y va. suite, voilà, tout de suite. Et vous aurez compris que dans cette deuxième partie, on va revenir à quelque chose de très franco-français. Moi, je suis un chauvin, hein. Non, c'est pas vrai en plus, mais en tout cas, ma compétence se limite probablement à cela. On va parler de ces dernières semaines, surtout de cette dernière semaine de campagne pour notre Valou, qui n'a pas été sans difficulté. Cette transition, nous dit Luco. Oui, n'est-ce pas? Alors, Valou, Valérie Pécresse. Oui, de qui est Valou, voilà. Non, mais voilà, Valérie Pécresse, je vais quand même un peu nous résumer ce qu'elle est, d'où elle vient, par quelques citations déjà d'elle. Alors, je m'excuse par avance pour nos amis de droite dans le chat, qui sont pas très nombreux, je pense, mais qui doivent exister. Je vais peut-être pas être complètement neutre pendant ce Je crois qu'on a l'habitude maintenant, passage. Non oui, je crois que tout le monde a compris, Adrien. Je vous invite à faire la différence entre ce qui relève de l'opinion et de la présentation de faits. Voilà, beaucoup de choses relevées des deux. Donc, Valérie nous dit « J'ai toujours tout escaladé par la face nord. Je suis la femme surprise. » Elle déclarait ça en début février à son comité stratégique, elle appelle ça. Elle se targuait également à l'époque d'avoir le soutien de Nicolas Sarkozy en privé, même si il est bien resté privé jusqu'à maintenant, très privé même, et c'est un gros souci, puisqu'il y a même certains qui se demandent si le soutien de l'ancien président pourrait pas aller finalement à Emmanuel Macron pour le premier tour. Là, ce serait la fin, non? Ce serait la fin, complètement. Ce serait la mort de cette campagne. Alors ça paraît peu probable quand même que Nicolas Sarkozy trahisse les Républicains, mais voilà, la question se pose, et en tout cas en off, voilà, ne serait-ce que l'absence de soutien de l'ancien président pourrait peser suffisamment. On me dit dans l'oreillette que Emmanuel Macron a un abonnement Audible. Oui, exactement. Akarak nous dit l'attaque des clones fantômes contre. Ça, tu vas y revenir là-dessus, non? Justement, on va en parler brièvement, mais si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la reposterai, j'ai le lien quelque part. Donc voilà, Sarkozy aurait même évoqué en privé Valérie Pécresse en parlant de son ancienne équipe comme celle qui avait le moins de talent. Il aurait même déclaré « Valérie part dans tous les sens. Déjà, si dans une campagne, tu arrives à imprimer une ou deux idées, c'est un miracle. Mais là, qui parle de Valérie Pécresse? La jugeant même inexistante. » Alors c'est un peu dur, hein, dur, mais il faut dire que l'image de Valérie Pécresse, elle est pas très bonne. Même au PS, ils sont pas aussi méchants avec elle. Même au PS, ils sont pas aussi dégueulasses, j'avoue. Elle est mauvaise, cette image, y compris dans ses propres rangs. Alors, d'abord, et ça c'est peut-être un peu une côté opinion, mais en tout cas pour moi, Valérie Pécresse, c'est l'image d'une bourgeoise conformiste qui est lisse,
une éducation bien catho, classique, bourgeois, scolarité privée dans des prestigieux établissements, classe prépa, ENA, grandes écoles, aujourd'hui membre du club du siècle. Enfin, pour moi, c'est la candidate par excellence qui incarne peut-être mieux que personne sa classe sociale à elle, qu'elle représente, pour le coup, s'emplit. C'est pour ça que je disais lisse. Et pourtant, c'est bien ce qui semble avoir peut-être séduit au sein de sa famille politique, en tout cas pour qu'elle soit désignée comme la candidate de son parti. Et peut-être que c'est son parcours politique. Là, je dois bien l'avouer qu'il y a quand même un peu de la gueule. Énarque, 2 fois ministre, président de la région Île-de-France, qui est la région la plus riche de ce pays. Bon, sur le papier, ça a quand même une certaine, ça te pose quand même une femme politique ici. Conseillère d'État, non? Conseillère d'État de base, ouais, a convaincu ce parcours-là son électorat qu'elle était suffisamment sérieux, suffisamment expérimentée pour assumer la magistrature suprême. Et c'est peut-être là, à mon sens, que le premier problème arrive. C'est que dès le départ, elle s'est trouvée dans cette situation où elle était à la fois peut-être celle la plus apte à représenter cette classe dominante, bourgeoise, et pourtant elle devait se démarquer très clairement d'Emmanuel Macron qui tient la barre aujourd'hui dans cette représentation-là. Donc elle a donc pris un virage sec à droite et embrassé des thématiques et les idées de l'aile droite de son parti qui devaient parler peut-être à un électorat en pleine migration vers l'extrême droite. Alors, l'histoire n'en reste pas là, parce que dans un premier temps, si ce clivage, il aurait pu dans d'autres partis complètement faire exploser la chose, les Républicains, ça a plutôt tenu au début après ce congrès. Les ténors sont presque tous rangés. On se souvient de ces magnifiques photos de Xavier Bertrand. Ils sont rangés en ligne derrière leur candidate à qui on prêtait vraiment une chance de l'emporter au second tour contre le président sortant. C'est de moins en moins le cas. Et c'est peut-être là le deuxième problème de Valou, qui va précipiter sa chute, c'est qu'elle est nulle. Oula. Et voilà. Mais Alors, vraiment, on vous invite bien à distinguer ce qui est- dit, ce qui est de l'opinion et de la réalité. Non, non. Bon, pour être un peu plus objectif, en tout cas, elle a un sérieux problème de communication. On va le formuler mieux. comme ça. Voilà, exactement. Alors, vous l'avez peut-être vu, et en tout cas, Carac, toi, je sais que oui, sa prestation à la cérémonie de remise des prix du Trombinoscope et sa tirade reprenant Star Wars. Déjà, c'était incroyable, je vous le mets. Alors, c'est un peu long comme lien, mais si vous n'avez pas vu ça, regardez-là. En meeting, elle est Et, nulle en tout cas. et en meeting, elle est nulle, effectivement, et ça, on va y revenir un tout petit peu Ok. plus tard. Donc, déjà, avant ça, alors, je suis désolé, je parle un peu beaucoup, mais après, Non, mais c'est pas, bien, c'est bien. on débat. Ah oui, on débat, oui. Voilà, le résultat de toutes ces choses-là, il est là. Et là où avant, on avait le parti qui était un peu bien rangé, les critiques internes se sont peu à peu élevées. D'abord, c'est le directeur de campagne qui en a pris pour son grade par Rachida Dati, puisqu'il avait répondu dans une interview que Rachida Dati avait été candidate au municipal, mais qu'on se souvenait tous du résultat. En gros, qu'est-ce qu'elle me fait chez celle-là? Rachida lui a dit, a répondu qu'elle n'avait pas de leçons à recevoir de sa part, et en le qualifiant de loser et de déserteur, en estimant que c'était pas lui qui avait fait gagner les autres et que vraiment tout le monde avait conseillé à Valou de ne pas s'entourer de ce type-là. Donc déjà là, tu commences. Bon, c'est pas grave, c'est des petites chamailleries, on va dire, de parti, mais ça a continué, puisque pendant ce temps-là, on a bien vu. Qu'est-ce qu'on me dit? Non, c'est bon. On a bien vu que la courbe des sondages s'infléchit de peu à peu pour finalement que Valérie Pécresse soit dans un mouchoir de poche avec Marine Le Pen et Éric Zemmour. Il y a même certains sondages, le dernier sondage IFOP par exemple pour le Figaro, qui montre Marine Le Pen devant Valérie Pécresse. Alors on est sur des marges d'erreur de 0,5 points, donc 16,5%, 15,5% pour Valérie Pécresse et 14,5% pour Zemmour. Donc avec les marges d'erreur, en gros, les trois là, ils sont au même niveau. Et globalement, c'est ce qu'on retrouve dans pas mal d'autres sondages assez récents. Et ça, c'est un peu une première. Donc déjà, comment vous interprétez, vous, ma première question, et enfin, cette baisse drastique des chômages? Dernière opinion Wayne nous dit à Carac, donne 16 à AVP et Marine Le Pen. Ok. T'as dit des sondages, c'est ça? Des chômages? Parce que je crois qu'elle dit des chômages. Ah, C'est pardon. un lapsus. Lapsus, excusez-moi, des sondages, oui. En vérité, c'est intéressant de voir la trajectoire de Valérie Pécresse parce que
elle fait un peu comme Hollande en 2011-2012, c'est-à-dire qu'avant les primaires, elle est à Mmh. 3-4%, et puis finalement elle monte après sa nomination, il y a un vrai effet. Et puis finalement, peut-être parce que Zemmour fait baisser le ticket d'entrée au second tour, bah, on se retrouve aujourd'hui dans cette situation, on ne sait pas lequel des trois il sera, alors qu'il y a 6 mois, c'est vrai que quand on commençait 66 millions, on se disait bah, de toute façon ce sera Macron-Le Pen. Mais finalement, depuis janvier, la dynamique, c'est un peu compliqué parce que, bah, en fait, elle est un peu bloquée entre Macron et l'extrême droite. Et je pense que, est-ce que peut-être elle aurait pas dû trancher vraiment à décider entre, parce que là, elle s'est retrouvée avec d'un côté Ciotti et de l'autre Mmh. les plus progressistes. Est-ce qu'elle aurait pas pu trancher et en fait faire une campagne de droite en disant, regardez, en fait, ce que Macron aurait pu ou dû faire, en fait, c'était de la poudre de perlimpinpin pour reprendre un peu ce qu'il a dit. Mais c'est pas Et ce moi, qu'elle je vais le fait? faire. C'est pas ce Bah, qu'elle fait déjà? Moi, Oui, j'ai quand même cette c'est ce qu'elle faisait de impression-là. base, c'est en disant, bah, elle dit, son grand discours, c'est moi je suis plus réformatrice que lui, j'ai mais, pas peur mais d'agir. Ouais, mais en même temps, elle parle de grand remplacement lors de son discours Bah hier. Et oui, ça, c'est ça, quand quoi. elle dit ça, elle s'adresse pas aux électeurs potentiels de droite, Ah non. enfin, elle s'adresse aux gens qui voteraient plutôt pour Éric Oui, Zemmour ou Bah, Marine tu Le vois, Pen. Luc oui. ODH nous dit elle a dragué l'extrême droite lors de son dernier Oui, meeting. Non, bah moi c'est l'impression aussi que ça me donne, hein, Non mais mais c'est c'est ça, je veux sûr. dire, en fait, pour moi, elle est un peu bloquée entre Macron et l'extrême droite. Elle aurait dû trancher. On ne sait pas où se situe sa campagne. Plus sa campagne, elle est molle. Et puis, elle incarne pas ce candidat naturel de la droite que pouvait être François Fillon, qui était Nicolas Sarkozy, etc. Voilà ce que j'en pense, en tout cas en ok. première lecture comme ça. Et le truc, c'est Ah qu'il bah, y a pas assez de voix, effectivement, le problème à prendre, je pense, que d'un côté ou de l'autre, en fait. Donc, elles se sentent peut-être un peu obligées de le faire, mais enfin, je vois mal les gens qui sont déjà décidés de poser à Macron, changer. Enfin, je vois pas tellement d'indécis de ce bord-là, et je vois pas tellement d'indécis du côté de l'extrême droite mais qui vont les ils rejoindre. existent manifestement puisqu'il y a transfuge entre les deux et on va en parler. Camocato, il nous dit l'anti-sarkozysme a fait gagner Hollande, l'antimacronisme n'est pas assez fort pour faire gagner Pécresse. D'autant qu'elle a deux concurrents là où Hollande n'en avait qu'un seul et de moindre envergure. Bah, Ouais, je sais pas hein, en vrai, parce que de toute façon, il y a toujours l'anti-président sortant, quoi qu'on en dise, mais bon, là, Macron, en tout cas, pour l'instant, il est peinard, hein, ça c'est sûr. mais vous vous souvenez ce sondage là dont on avait parlé sur ce dernier, non, c'est dans le quiz, on avait pris des questions de ce sondage-là dans le dernier quiz, il y avait 3 questions et il y avait Macron va gagner face à Zemmour et Le Pen, le match est fait, bienvenue Braco Bon, je 59. pense qu'il gagnera aussi contre Pécresse, en vrai, Il y hein, en aura aussi si contre jamais elle y arrive, mais... Mais il y avait ce sondage, je crois que c'est Opinionway, enfin, je sais plus, parce qu'il y en a tellement que je les confonds, et qui expliquait, vous savez, si vous votez pas pour votre premier choix, pour qui voteriez-vous? Ah Et oui, c'est intéressant parce que 40% oui, oui. des électeurs à la fois de Macron et à la fois de Pécresse choisiraient Pécresse ou Macron comme second choix. Donc la porosité, elle est plutôt là. Non, non, mais je suis convaincu qu'elle existe, cette porosité, et en même temps, c'est logique. Enfin, Bah, et avec un tiers des électeurs qui sont toujours pas certains de leur choix, Hmm. plus ces 40%-là, si Pécresse fait une bonne campagne, c'est pas impossible. Ouais, ouais. Mais Ouais, visiblement, de ce que tu nous dis, elle fait pas une bonne campagne. non, non, bah moi je pense pas en tout cas, mais bon, elle est pas terminée cette campagne, elle peut encore, encore nous surprendre. J'espère qu'elle continuera parce que, parce que franchement. Alors bon, en plus on a Éric Zemmour qui en a rajouté une couche samedi lors de son meeting, en critiquant longuement la candidate Les Républicains, en disant que le centre droit de Valérie Pécresse ne vaudra pas mieux que le centre gauche d'Emmanuel Macron, qu'il fallait choisir entre sauver la nation ou sauver les Républicains, enfin les LR. Et enfin, avec la candidate LR, vous n'aurez même pas une moitié de Zemmour, disait-il, vous aurez placé un masque sur le visage de la technocratie. Oui, oui, alors, Enfin, ouais. Après, moi j'ai l'impression que ça ne fait que s'inscrire dans tous les mauvais moves que fait la droite, qui pourtant est plus forte que la gauche pour l'instant, dans la course à l'élection. Euh, enfin, je veux dire, ça continue. En fait, Pécresse, effectivement, face à deux adversaires à droite. Déjà, les deux adversaires à droite, pour moi, les deux autres sont pas complètement à l'abri de s'unifier encore. Et là, le problème, c'est qu'elle, je pense, sent l'étau se resserrer et d'autant plus, et ça la pousse à être d'autant plus désespérée. Peut-être que c'est juste ça, en fait, qui précipite toutes ces erreurs. bah, je sais pas, parce que là, c'est pas, je veux dire, quand tu fais Bercy, bon, en politique, mais quand tu fais un meeting comme ça, tu précipites pas, tu as une équipe de com autour de toi. C'est plus de l'erreur, là, c'est de la faute pro à ce niveau-là.
Si vous avez regardé 3 extraits du meeting, je suis désolé, même à droite, ils sont tous consternés, mais on va en parler. Mais avant ça, moi, j'aimerais bien revenir un peu avec vous parce que je vois que le temps tourne, heu, la montre tourne très, très vite, sur aussi ce qui s'est passé la semaine dernière par rapport justement à ses soutiens. Parce qu'elle en a perdu, Valou, des soutiens. Alors vous avez probablement entendu parler de ça déjà, l'ancien ministre du budget de Sarkozy, Éric Woerth, a annoncé son départ Catastrophe. mercredi après-midi. Alors catastrophe, catastrophe, il n'empêche que, Éric Woerth, il est encore vu à droite comme, quelqu'un de qui pèse un petit peu, quoi. Il a déclaré sur Europe 1 qu'une bonne partie de ses amis politiques s'aveuglaient eux-mêmes et que lui n'était pas militant jusqu'à cet aveuglement-là. Il explique ne pas adhérer au discours Les Républicains, qui décrit une France recroquevillée sur lui-même, hein, c'est toujours ses propos, et constate avec tristesse l'incapacité de son mouvement à avoir su renouveler ses idées. Donc, rappelons quand même que là, Éric, il va voir Emmanuel Macron, qu'il a passé quasiment 5 ans à critiquer, et pas qu'un peu, hein. Il y a des trucs assez sales sur il a vendu Alstom aux Allemands. Enfin, bon, on a eu des critiques assez virulentes. C'est un président de gauche, etc. Bon, donc là, Mais voilà, on quelle ressort un peu critique. les. Non, non, mais bon, on ressort un peu les archives pour mettre encore les politiques devant leurs contradictions. Mais ma foi, ça c'est un peu le jeu, ma pauvre Lucette. C'est comme ça. Alors, à la suite de ça, le lendemain, c'est la maire, les Républicains de Calais, et le symbole est là, hein, Mm. Natacha Bouchard, qui annonce qu'elle, elle aussi, a l'intention de rejoindre le camp du chef de l'État, puisque elle explique que ces 5 dernières années, je ne me suis pas retrouvée dans mon parti et je ne l'ai pas quitté. Je sais que mes militants vont être tristes et vont m'en vouloir, mais depuis 2017, j'ai toujours accompagné mon parti. Je ne m'en suis pas éloigné. Ce sont eux qui se sont éloignés. Donc elle évoque, hein, une gestion pour elle satisfaisante de la crise migratoire par le gouvernement actuel et explique que seul Emmanuel Macron est en mesure pour elle de gagner contre l'extrême droite. Alors qu'est-ce qu'on nous dit dans le chat? Le bruit, l'odeur et la quoi? Fracture Ah sociale non, reste on un nous danger. explique, on nous parle du chiracisme, parce que c'est vrai que c'est une Chirac girl, Valérie Pécresse. Elle a commencé en 98 avec Jacques Chirac à l'Élysée, et elle s'en Ouais. vante justement. C'était le Ouais, oui, moment tout à où, fait. après la dissolution, quand tous les rats justement commençaient à quitter le navire de Chirac, elle est entrée à ce moment-là auprès de lui. Je crois que c'est ça, après le chiracisme de Valérie Pécresse. Et c'est d'ailleurs ce qui lui a valu de ne pas faire partie des favorites Oui, de Sarkozy. de Ouais, Sarkozy, qui ouais, étaient du tout à coup fait. NKM, Dati et Alors Ramayad. elle en a d'ailleurs parlé avec la plus grande affection de Sarkozy à son meeting de hier. Peut-être était-ce là un appel du pied adroit et pas du tout appuyé, je ne sais pas. J'étais en train de dire ton alerte info là, Oui, j'ai alors pas juste, compris. on Ouais, va ouais, peut-être, parce qu'on fait, vous savez qu'on est premier sur pri l'actu priorité, au direct, voilà. priorité Et voilà, dans mes sources, l'Ukraine a été informée qu'elle serait attaquée par la Russie le mercredi 16 février, a annoncé le président ukrainien Zelensky. Voilà, donc si je comprends bien, ça veut dire que la Russie a notifié l'Ukraine qu'elle allait l'attaquer mercredi. Et après, il y a eu un follow-up 4 minutes, il y a 4 minutes là, pardon. Le président ukrainien était ironique lorsqu'il affirmait que la Russie attaquerait l'Ukraine, a affirmé un conseiller ukrainien. Voilà. Mais quoi? Bon, donc je vous propose de continuer sur Valérie Pécresse, sachant qu'en gros, ça reste la merde Oui, en oui, Ukraine. oui. Et salut Bon, Eau de Vie. alors voilà, hein, après la maire de Calais, donc qui en plus sur les questions du coup, qui sont chères à la droite un peu plus radicale, des migrations et des migrants, c'est un symbole qu'elle rejoigne Macron et qu'elle dise: «Bah, Ouais, voilà, oui. moi, je fais preuve un peu de pragmatisme». Et en tout cas, voilà, elle salue tout ça. Et enfin, vendredi matin, c'est Nora Berra, qui est une ancienne secrétaire d'État sous Nicolas Sarkozy, qui elle aussi affirme son ralliement à la majorité d'Emmanuel Macron, en dénonçant une, je cite, course de petits chevaux à la radicalité et un manque de courage de la part de la candidate Les Républicains. Donc sale fin de semaine, hein, pour Valou, qui a dû quand même le sentir passer. Alors évidemment, du côté du camp de Valérie Pécresse, on évoque des non-événements qui ne viennent pas la bousculer. Christian Jacob nous dit ça n'a pas tant d'importance que ça, puisque ce sont des avatars. On a connu des trahisons par le passé, mais La République En Marche peine à débaucher. Voilà. Éric Ciotti, lui, puisque on aime toujours l'avis d'Éric Ciotti, estime que ces départs prouvent même que Valérie Pécresse inquiète vraiment Emmanuel Macron.
Il parle d'un ramassis d'aigris, de ratés et de losers, en qualifiant Éric Woerth et Natacha Bouchard notamment. Il s'agit pour lui d'un scénario grossier qui exaspère les électeurs de droite et confortera la position de Valérie Pécresse. Voilà, Éric Ciotti, qui parle d'aigris, de ratés et de losers. Je pense qu'on peut lui faire entièrement confiance. Oh. Voilà. Alors peut-être quand même, est-ce que c'est un retour de bâton, tout ça, parce qu'on se souvient que la candidate, alors moi je m'en souviens en tout cas, que la candidate Les Républicains à l'élection présidentielle, elle avait quitté son parti en 2019 en regrettant, je la cite, la ligne conservatrice des siens. La ligne Alors Wauquiez. voilà que l'histoire se répète et que maintenant c'est elle à l'origine de tout ça. Son meeting est une calamité, c'est un attentat au cours Florent, nous dit Ottilie, mais je pense que tu vas y revenir. Peut-être avant Vas-y. de parler de ça, c'est assez intéressant parce que, enfin là, on voit dans le chat vite fait, mais là, de ce que tu nous dis, c'est une catastrophe et on verra que le meeting qui était censé être le meeting de l'envol, bon, où elle brise Ouais. l'armure, où elle fait l'armure, etc. Tu vas nous en parler plus tard. Mais pourtant, comme tu l'as dit, elle fait pas, elle est toujours qualifiable, tu vois. Ouais, elle est toujours qualifiée. Alors qu'on dit qu'elle n'a pas d'espace politique, que ça fait Oui. une campagne catastrophique, mais quelqu'un qui n'a pas d'espace politique et qui fait une campagne catastrophique, c'est Anne Hidalgo à 3%. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Là, elle est quand même Parce que le parti, moi je reste convaincu qu'il y a quelque chose d'assez incroyable sur les grandes parties de droite, c'est ça. C'est cette capacité à mobiliser avec je cherche mes mots, mais une confiance aveugle. C'est pas le mot que je cherchais, mais vraiment, t'es adhérent à Les Républicains, je pense qu'il y a peu de gens qui se barrent, même si la candidate est catastrophique. Il y a une discipline de parti qui est incroyable et qui le reste. Mais Et C'est pareil à gauche, ça. je pense pas autant, Non, pas sincèrement. dans le Et la PS, preuve mais du dans tous les PS, autres. tu vois. Oui, mais pas dans le Bah, PS, mais dans tous les autres. ouais, mais les autres, ils n'ont pas fait leur preuve à ce point-là. Moi, je trouve ça incroyable, l'ex-UMP, les Républicains, moi, je trouve ça incroyable. Je ne sais pas comment ils arrivent à tenir ça. Ça me fascine toujours autant. Mais en fait, le seul problème que je vois dans tout ça, vraiment, c'est que elle fait des faux pas dans tous les sens sur sa communication, alors que la théorie voudrait qu'elle va avoir un peu plus de voix venant de l'extrême qui vont se recentrer pour l'élection, pour aller vers elle, je pense, possiblement parce qu'elle est quand même, effectivement, comme tu dis, Alexis, qualifiable. Mhm. Mais par extension, en faisant tous ces faux pas, elle se décrédibilise quand même. Enfin, toutes ces petits transfuges, juste parce ils ont envie d'exprimer quelque chose, mais au final, ils feront un vote peut-être un peu utile, entre guillemets. Elle se les coupe, j'ai l'impression. Et là, du coup, elle devient de moins en moins crédible. Et enfin, alors qu'en vrai, elle avait juste besoin de tenir la barre calmement. Et elle tente des coups dans tous les sens qu'on ne comprend pas. Ouais, mais à côté de ça, à l'extrême droite, ça tape sur elle de fou aussi, et c'est vachement compréhensible. Mais parce qu'ils veulent pas, parce qu'ils veulent absolument pas que ces transfuges existent. Bah oui, mais du coup, elle est dans une situation où elle n'a pas trop le choix, là, Enfin, on pourrait Ouais, mais faire elle a une pas besoin de les campagne moins draguer, en pétée, fait. mais elle n'a pas besoin d'être. Elle a pas besoin de les draguer tant que ça, elle a juste besoin de pas se péter la gueule. Ouais, J'ai sauf l'impression que là, c'est qu'elle n'arrive passion pas à... oui, j'ai l'impression que c'est passion patinage artistique, mais Mais On a non, gagné mais la médaille d'or, après, d'ailleurs. quelle position ouais, mais intenable pas elle. aussi. Je veux dire, on a dans ce pays le meilleur président de droite qu'on ait jamais eu. En tout cas, si jamais j'étais de droite, je pense que c'est ce que je penserais. C'est pas de droite. Non, putain, Et vous c'est avez qui le compris. meilleur président de droite? Mais Macron, c'est le Ah meilleur d'accord. président de droite, Ah mec. oui, C'est le ouais, meilleur d'accord. président de droite. Genre vraiment, c'est ce que les Républicains ils veulent depuis des années, mec. Tu vois, c'est un filon en mieux. Tu vois, bon, là, vraiment, je pars Calme-toi, sur mes délires. calme-toi, M'écoutez pas trop. Mais Ouais. en vrai, tu te positionnes entre ça et une extrême droite, qui est là depuis un moment, qui se rajoute en plus avec Zemmour et une parole qui a du poids de fou dans le paysage politique. Tu fais quoi, mec? T'as pas le choix de faire un grand écart, hein. Donc bah souvent grand écart, hop, lèche fifoulée et c'est reparti. Mais non, c'est vraiment compliqué. Donc en tout cas, Pécresse là, elle a beaucoup misé, sur le meeting qu'il y a eu hier, au Zénith de Paris, en espérant, qu'il pouvait apporter un vent un peu nouveau pour la campagne. Son équipe Hein. attendait un retournement de situation et Geoffroy Didier nous disait qu'il espérait que la France allait découvrir la vraie Valérie Pécresse, celle qu'il connaissait. Bien sûr. Et On a tous envie, d'ailleurs. pourtant... Oui, on la cherche tous. Alors je ne résiste pas quand même, puisque là dans le chat je sentais que c'était chaud sur le meeting, à vous lire quelques réactions. D'abord de citoyens lambda comme vous et moi, qui via Twitter ont exprimé leur ressenti
sur le meeting. Oh là 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 là, ça va être Non, mais alors, méchant, je pense. premier tweet, d'accord, mais pourquoi, en fait, on dirait Nicolas Canteloup qui imite Valérie Pécresse? Genre, non, mais en Est-ce que tu as vrai, les auteurs des tweets? Et là, normalement, on non, non, devrait non, je ne mettre. mettrai pas les noms. Maintenant, c'est anonyme. Mort de rire, Macron est le pire des gauchistes selon moi. Macron est du même acabit que Mitterrand. Il a passé son mandat à démanteler les fleurons industriels français. Je ne suis pas d'accord avec toi, Audrey. Je ne dirais pas que c'est le pire des gauchistes. Mais C'est voilà. peut-être à y aller fort dire que c'est le pire des gauchistes. Et puis le démantèlement des fleurons industriels français, on l'a bien vu cette semaine, il allait faire son mea culpa à Belfort. Hein. Tout à Ouais, fait. ouais, mais Ouais, ouais. c'est très sage ce que dit Ludwig, puisque c'est la passion de la gauche aussi depuis Mitterrand du coup. Et enfin, ouais, on est Continuons toujours nos pas d'accord sur ce lectures. que c'est que la gauche, les gars. Hein, vraiment pas du tout. Bon, voilà, je vais pas vous. En vrai, mais je reviens, hein, mais le ton de Valérie Pécresse pendant ce meeting-là, et même avant, hein, mais là particulièrement, c'était à côté. C'était à côté. On nous dit, je tiens à remercier Valérie Pécresse qui vient de livrer un kit clé en main à tous les élèves de Terminale de France pour tout ce qu'il ne faut pas faire au grand oral. Bravo à toi, Valoche. Comme quoi, on peut être au Zénith et toucher le fond. Hashtag Pécresse Zénith. Valérie Pécresse, rien ne m'arrêtera. Réponse si, le premier tour, sûrement. Bon, voilà, je vous passe un peu. Moi, ça m'a beaucoup fait rire. Mais bon, c'est pas sur ces réactions-là qu'on va s'attarder, même si ça m'intéresse un peu de penser, de savoir ce que vous en avez pensé, vous, dans le chat. Mais parce que le pire, et ce qui fait peut-être le plus mal, c'est les réactions de son propre camp. Et là, la douche froide. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est demandé sa conseillère internationale. Accélère, Valérie, accélère, lui a dit Hervé Morin depuis la Alors salle. ça on l'a dit, mais quand tu te prends une remarque comme ça d'Hervé Morin, quel genre. Quand Hervé Morin te donne une leçon de Ah. rythme de discours, c'est que c'est quand même mal barré. C'était là un là là. naufrage. On a voulu lui faire un exercice qu'elle ne sait pas faire. Il aurait fallu la faire marcher sur scène, qu'elle dise dès le début je ne suis pas une grande oratrice. Là, ça n'est juste pas possible. Confie un ténor des Républicains. On aurait dit le site joué par une élève de 6e, juge cruellement un élu LR. Voilà, en fait, elle avait l'air de ne pas savoir utiliser les trompeteurs, elle ne savait pas jouer avec le public, et on s'est rendu compte qu'elle n'avait jamais fait ça. Une salle aussi grande lâche encore un ancien ministre de Sarkozy. Alors que Christian Jacob, lui, qui à mon avis se voit bien ministre, salue une belle ambiance et des moments de sincérité. Ah oui, ça c'est sûr qu'elle était sincère. Hein. Elle forçait Voilà. pas du tout le truc, mais alors mais pas du tout. Bon, Lui, c'est son rôle. Hein, non mais évidemment que c'est son rôle. Et Xavier Bertrand, qui apparemment n'a plus rien à foutre, explique avoir assisté à un moment de bascule et pense qu'il n'y en aura d'autres. Alors on revient sur Belfort dans le chat. Alors si ça vous intéresse, on peut en parler un peu. Hein, en vrai. Après avoir vendu les turbines Arabelle stratégiques en termes d'énergie nucléaire et de sous-marins, encore heureux qu'il ait racheté la branche nucléaire d'Alstom pour laver son incompétence. Tu noteras qu'il n'a pas dit combien la France a perdu entre-temps. Effectivement, je crois qu'il y a eu quelques milliards entre le moment où on l'a vendu et le moment où on l'a racheté. Après, à gauche aussi, il dénonce un Alstom. Hein, c'est pas qu'un truc de droite. Hein. Mais c'était pas, enfin, c'était quand il était secrétaire de général adjoint de l'Élysée et il a fait d'autres choses qui pourraient être considérées comme de droite. Mais je vais rebondir sur ce que tu viens de dire sur Valérie Pécresse. Alors, elle est objectivement, effectivement, c'est vrai, quand on regarde des vidéos, c'est gênant. D'ailleurs, je pense que franchement. le compte de Malaise TV sur Twitter, qu'on a d'ailleurs déjà utilisé pour la primaire populaire, là, il va avoir de quoi faire. Mais quand même, je ne peux pas m'empêcher de faire un parallèle avec Ségolène Royal en 2007, parce que elle n'est pas prise au sérieux par les caciques du parti, comme s'ils la regardaient, comme si elle était un peu là, genre la petite bonne femme qui est là, tu vois. C'est un peu gênant. Et d'ailleurs, et c'est assez intéressant, parce que Ségolène Royal n'a-t-elle pas dit cette semaine qu'elle serait prête à voter pour Valérie Pécresse pour faire une sorte de faire émerger la candidature d'une femme vraiment républicaine. Et c'est assez marrant parce qu'en fait, Bardella, lui, il parle de mercato. Et parce qu'on a ça partout. Oui, j'ai vu ça aussi. Oui. On a chez Macron, enfin, pas chez Macron justement, mais à l'extrême droite, on a aussi ça, les gens qui lâchent, qui vont rejoindre tel ou tel candidat, etc. Et ça me fait un peu penser que finalement, c'est complètement, les partis sont complètement explosés, n'ont plus rien à voir. Typiquement, que Ségolène Royal, une ancienne candidate quand même, c'est pas Manuel Valls, alors elle est un peu girouette, mais c'est pas Manuel Valls, qu'elle dise qu'elle serait prête à voter pour Valérie Pécresse, c'est-à-dire vraiment que il n'y a plus de saison, ma petite dame, tu vois. Alors après, moi, il y a un truc aussi, j'avais lu une réaction qui m'avait interpellé aussi, et c'est vrai que Valérie Pécresse aussi, elle n'est pas prise au sérieux,
et bah, c'est une femme. Donc alors elle n'est pas prise au sérieux parce qu'elle y met pas du sien, mais bah, c'est une femme aussi et c'est vrai que dans un parti, comme les Républicains, ça doit pas être facile, hein, d'être une femme dans cette position-là et moi j'avais lu une réaction justement d'une féministe qui disait, «Écoutez, la forme c'est un truc, moi c'est pas ça qui me choque et surtout je voudrais pas qu'on s'arrête là-dessus, parce que, bah, encore une fois ce seront les mêmes trucs qui vont être ressassés avec du sexisme à tout va» et c'est vrai, c'est le fond et c'est le fond qui est inquiétant, disait-elle, en disant: «Bah, voilà, là, c'est vraiment on est sur un discours d'extrême droite et ça pose absolument problème pour un parti comme ça». Donc Ségolène, c'était la même chose aussi un peu, tu vois? Donc il y a cette dynamique-là aussi, bah, ouais, c'est 2 femmes en politique, donc je comprends, si tu veux, l'idée de Ségolène Royal qui est de dire: «Voilà, enfin, Mais faire émerger la ouais. candidature Et d'une pourquoi femme». en plus on a eu cette avec Marine Le Pen aussi parce que finalement dans les 4 candidats qui sont là, donc qui vont se qualifier dans le parce qu'aujourd'hui on peut dire qu'il y a Marine Le Pen, Éric Zemmour, Valérie Pécresse et même Emmanuel Macron sont les 4 qui potentiellement peuvent accéder au second tour. Mélenchon pas encore la dynamique peut-être, mais c'est intéressant, c'est de voir que dans les 2 candidates, enfin les 2 qui sont des femmes, dans leur dernier discours, on a attendu d'elles, tu vois, qu'elles fendent l'armure, qu'elles se mettent en avant, qu'elles Mmh. Marine Le Pen, elle a fait sa vidéo avec les chats sur France Oui, Inter. j'avoue. Pourquoi est-ce qu'on attend de ces femmes qu'elles se mettent en avant, qu'elles mettent en avant leur personne, là où Macron, personne ne connaît Macron. Enfin, ce mec, c'est un robot, tu sais, Ouais, c'est comme j'avoue. Zuckerberg au Sénat. Genre Zemmour, on lui a jamais demandé, il nous fait son discours, moi, le jeune juif, machin, etc. Mais on lui demande pas de parler de lui personnellement. Pourquoi est-ce qu'on demande aux femmes de parler d'elles? Tu Parce vois, que c'est moi quoi je le pense qu'il y a problème? encore cette, vraiment juste 2 secondes, qu'il y a encore cette idée tenace que si tu es en politique, en étant une femme, c'est parce que tu es une femme que tu y es et d'ailleurs c'est une remarque qui a été faite à plusieurs reprises à Valérie Pécresse, y compris quand elle était au gouvernement. Donc moi je pense que ça c'est tenace, hein. Oui, enfin, oui, mais le point de sexisme n'est pas là. Enfin, si vous voulez souligner ça, Macron, tu sais, tu connais pas grand-chose de lui, mais t'inquiète pas que pendant la campagne, tu peux regarder tous les articles, toutes les interviews que Paris Match a eu avec Brigitte, hein. C'est une autre alternative. Oui, on cherche à mettre en avant, mais c'est pas le rôle du mec d'en le faire, c'est tout. Bah, Mais oui, non mais, pourquoi ça devrait être différent? Enfin, non mais Mmh, certes, non, non mais ouais, non, il y la a quand même un République, tu vois. traitement médiatique qui est largement différent, hein. certes. Et enfin, je pense que c'est parce qu'il n'y a Alors pas trop l'équivalent là en fait. alors Akarak nous dit surtout que son parti représente une femme aussi, ce qui n'était pas arrivé depuis 2007. Oui, c'est vrai qu'elle aurait peut-être pu avoir la décence, notre chère Ségolène Royal, de Oui, soutenir c'est Anne vrai en plus. Hidalgo. Bah, Je sais pas. c'est vrai que bah, Son nom aujourd'hui on existe va pas tellement faire plus que Bah, ce on va pas serait faire de sujet sur la gauche en particulier, mais c'est vrai que là on a eu le parti radical de gauche qui enlève son soutien à Taubira au motif que elle veut une candidature transpartisane. Ségolène Royal qui soutient même pas Hidalgo. Bon, les femmes à gauche ça va pas beaucoup mieux, hein, j'ai l'impression. non, pas beaucoup. Et on nous dit: «Les femmes se sentent obligées de fendre l'armure selon l'expression consacrée, c'est abusé». Ouais, encore une fois, je pense que quand tu es une femme en politique, tu le vois un peu différemment. Moi, Donc j'ai quand même une question pour toi, Adrien, puis bah, il ouais. peut aussi, ou le chat, hein, d'ailleurs, n'importe qui, parce que je pense que personne n'aura la réponse, que vous savez, on aime bien faire de la politique fiction ici. Grave. Si jamais Valérie Pécresse ne se qualifie pas pour le second tour, si elle se qualifie pour le second tour, on peut imaginer que si elle perd, ça ira. J'ai déjà trouvé le Si- débat Macron-Le Pen gênant, mais je suis pas pressé, hein, ah bah d'avoir là, oui. Mais si LR un n'accède pas au second tour, mmh. est-ce déjà que qui LR c'est va, qui va à la est-ce, place. est-ce que LR, bah, Le Pen ou Zemmour ou Bah, Mélenchon? bien sûr. Est-ce Enfin, que LR va actuellement. mourir? Parce qu'on dit que c'est la merde à gauche, là, on se moque. Mais là, en vrai, à droite, la situation, elle est Ouais, illisible, mais quoi. est-ce qu'elle est différente de la dernière élection? Parce que dernière élection, les Républicains pas au second tour, et pareil, cette division entre, les déserteurs, les Bruno Le Maire et compagnie qui vont chez Macron, les Édouard Philippe, enfin, je veux dire, en fait, ce scénario, il est déjà arrivé. Sauf qu'entre temps, juste, le centre de gravité s'est déplacé un tout petit peu plus à droite. Donc nécessairement, ceux qui étaient encore sur la limite, se barrent de l'autre côté, mais en fait, c'est vraiment le même scénar. Donc Mais pourquoi ça existerait plus après? on disait la dernière fois, je crois, Mélenchon, il a fait n'importe quoi. Notre émission sur l'union de la gauche, on dit Mmh. Mélenchon, il n'a pas profité de 2017 pour unir la gauche alors qu'il aurait pu le faire, etc. Finalement, à droite, celui qui essaye de le faire ou qui a tenté de faire un truc et qui ne l'a pas fait en 5 ans, mais qui l'a fait récemment, c'est plutôt Éric Zemmour. Mmh. Là où LR,
Et depuis 5 ans, ils ont fait quoi là en fait depuis 5 ans? Bah, ils ont Laurent Wauquiez, mais genre en même temps, c'est quoi cette équipe, tu vois? Genre, Non, mais je tu suis sais, ils ont désolé. essayé. Enfin, ils avaient la ligne Wauquiez, après ils ont mis Bellamy là aux élections Oui, européennes, c'est qui était vrai, ultra ouais, ouais. catho, ultra. D'ailleurs, qui est quelqu'un de très brillant en fait. Hein, Ah c'est oui, oui, quelqu'un vraiment oui, qui sait parler, il est mais pas il a des con, positions Bellamy, hein. très conservatrices. Ça n'a pas marché. Du coup, on revient à une ligne un peu plus soft, mais en fait, finalement, on se retrouve avec ce cul entre deux chaises. Je me dis, est-ce qu'ils ont pas perdu leur temps pendant 5 ans là? Peut-être. Tu vois, la Haute-Vie nous dit si c'est pas au second tour, la bande a Wauquiez, Ciotti, Jacob vont chez Zemmour. En vrai, si ça se passe, c'est dingue, mais je pense qu'ils peuvent pas, tu vois, parce que, encore une fois, les Républicains, ils ont cette étiquette, mec, tu vois. C'est l'UMP. Mec, t'as des gens, ça fait 50 ans qu'ils votent pour ce parti-là, ou en tout cas pour le RPR, pour l'UMP, pour les LR. Ils vont continuer à voter ça, et ils voteront jamais Éric Zemmour, tu vois. Eh mais du coup, Enfin, ça veut dire que si ces gens-là vont chez Zemmour, ou au Rassemblement national, plutôt chez Zemmour, effectivement, les modérés, comme Wauquiez, en tout cas les plutôt centre-droit, iraient tendance à aller chez Macron. Enfin, LR n'a plus ben de ouais. raison d'être, en fait. Ouais, non, mais moi, le truc, c'est que je me disais déjà ça, en fait, après la défaite de Fillon. Je me disais déjà, je vois pas comment les Républicains, ça va pouvoir tenir. Et ils sont encore là, mec. Ils sont encore là Et et. ils font 16%. Bah, Que ouais, 4% donc. de moins que Fillon, tu vois. Ce qui est pas non plus. Bah, ouais. Sachant que les électeurs de Fillon, quand on regarde, c'est assez intéressant aussi. Les électeurs de Fillon, de manière assez homogène, vont entre Zemmour, Bah, Pécresse et et. puis, mec, Mais parce Fillon, que il savait parler, tu vois. C'est pas le cas de Pécresse. Ils font 14% avec Valérie Pécresse, mec. oui, mais Enfin, parce que genre, mais juste, ça je trouve c'est ça parce que incroyable, hein. mais parce qu'il n'y a pas d'autre alternative pour un électorat de droite qui a pas envie de verser dans l'extrême, c'est tout. Mais Bah, il y a Macron, il y a en Macron. fait. Il y a Macron. Après, Hauteville nous disait que Mais Macron. sauf que Macron est pas de droite. Bah, Mais enfin, Macron a pas la ligne des Républicains. C'est pas vrai. bah, bah, Macron, c'est Juppé, quoi. bah ouais, mec, c'est Juppé. C'est Bruno Le Maire, je suis Ouais, et désolé, Juppé a perdu, il vient pas d'extrême gauche, hein. Juppé a perdu face Oui, mais regarde, à les Fillon et ainsi de ministères suite. régaliens, Enfin, les ministères régaliens, ils sont tenus par qui? L'économie est un mec de Mmh. droite, la sécurité est un mec de droite, l'éducation Bah ouais, nationale est un hein. mec de droite, le Premier ministre est un mec de droite, les affaires Enfin, étrangères, c'est un mec de gauche. Mais bon, Le Drian, enfin, ouais, c'est excusez-moi, ça, je sais pas quoi. s'il est encore vivant, quoi. Macron est de centre-gauche, mais alors encore une fois, pourquoi il est de centre-gauche en nommant que ces gens-là de droite? Genre, notre ministre de l'économie, c'est un mec de droite. Premier ministre, c'est un mec de droite. Les deux sont de droite. Enfin, je veux dire, à un moment, C'est ce que je disais, ça, tous les postes importants. Enfin, les ministres de gauche très en vue, c'est qui? il y en a. Marlène Schiappa, tu vois. Ouais, ouais, enfin, puis, ouais, Ouais, super. voilà, quoi. oui, bah, Non, mais oui, à la limite, sur les questions peut-être un peu plus sociétales, je veux bien entendre que c'est donc, peut-être un peu plus centre-gauche que centre-droit. bah donc, Mais sur tout le reste, mec, et bah oui, notamment sur les mais questions économiques et sociales pures, nique, hein, c'est pas vrai, hein. bah, pas- pas. Et ça trahisse peut-être aussi le fait que, mais ça on l'évoque plusieurs fois déjà ces dernières émissions, que peut-être la gauche, malheureusement, ce qui lui importe, c'est le sociétal et pas le reste, Bah, au peut-être. final. Toi, Haute-Vie, là, tu nous dis Macron est un immigrationniste, la droite ne le rejoindra jamais. Un mec, on en parlait tout à l'heure, mais la maire de Calais a déclaré jeudi soir dernier qu'elle rejoignait Macron parce que lui, au moins, il savait faire quelque chose en termes de politique migratoire. Mais ça veut pas Donc, je dire veux que dire, et donc alors? l'exemple, il vient absolument nier ce que tu viens de dire là à Mais l'instant, pourquoi? tu vois. Mais pourquoi? Ben, la droite ne le rejoindra jamais, c'est exactement ce qui s'est passé. Une maire, les Républicains, d'une des villes, de la ville de France la plus concernée par les questions migratoires dans ce pays, qui dit bah non, en fait, moi je me casse de mon parti parce que c'est de la merde, et le seul qui arrive à gérer pragmatiquement les choses, c'est Macron. Oui, mais la Alors, je position suis des pas d'accord non, mais avec ce constat. Les Républicains, ils auraient été moins, enfin plus gentils ou, enfin je sais pas comment tu veux le décrire, mais plus immigrationnistes que Macron. Je comprends pas où tu Et ce que je veux veux dire, en c'est venir. qu'elle a fait, elle adhère à sa gestion. Ça veut pas forcément dire qu'il a eu la gestion que le RN aurait eu quand elle dit ça. Désolé. Enfin, en tout cas, elle pense son propre parti incapable de tenir les rênes, quoi. Ah bah Elle oui, pense son mais ça propre c'est autre parti chose. beaucoup trop intégré, enfin, empêtré dans des questions idéologiques et des questions d'extrême droite pour Oui, gérer ça oui, correctement. oui. Et elle en parle en des termes qui sont évoquants. Moi, je les ai pas appris par cœur, mais de ce que j'avais lu, c'est en gros, bah oui, mais mon parti, il veut qu'il y ait plus enfin, je sais plus comment on disait ça. Mais Allez c'est, voir. Mais voilà, en gros, elle mais dit la gauche, elle voudrait accueillir tous les immigrés dans des conditions impossibles. Ma droite à moi, elle voudrait virer tout le monde et faire de la merde. Donc, bah, le seul qui c'est, fait les choses correctement, c'est Macron. oui, Je suis désolé, je l'explique très mal. Hein, mais mais, c'est juste qu'elle rejoint la position centriste d'Action.
contrairement à de l'idéologie qui n'est pas réaliste, d'un côté ou de l'autre. Bah ouais, bon, enfin voilà, on va pas traiter de la question On a parlé voilà. politique, on va parler société maintenant Ouais, pour ouais, on finir. va. Hein, DB, tu veux nous parler société un peu? Ouais, un peu, parce que Vous avez bon, pas raté. Si vous êtes à Paris ou si vous avez une télé, vous avez sûrement vu ce qui s'est passé ce week-end. Eh oui. ouais. Alors, Attends, il y a juste une dernier commentaire de Haut-de-Vie peut-être, et après on passe à autre d'accord, chose. d'accord, Adrien, d'accord, je te d'accord. laisse. Vaste blague, le maire de Calais, alors même que Calais est vérolé par Voilà, des camps de migrants, la maire de Calais le fait par pure nécessité d'avoir un poste et contradiction totale avec ses administrés. Ah bah ça, Alors en c'est de la contradiction politique totale avec politicienne. les administrés, oui, elle le dit même elle-même, elle dit qu'elle pense que les militants vont être déçus. Peut-être hein, que c'est pour avoir un poste, ce sera ni la première ni la dernière. Après, on peut peut-être aussi entendre ses arguments et voilà. De toute façon, on va pas avoir la fin du débat sur l'immigration ce soir. Je pense que ça va être compliqué. Donc on refera un sujet évidemment hein, sur ces questions. Sur l'immigration, vous pensez qu'on devrait faire une émission sur l'immigration? Non, je pense que c'est pas très important dans la campagne. Mais voilà, en C'est tout cas, chaud. clairement, on n'a pas l'air d'accord, haute vie, mais c'est pas grave, justement, on en parle. Mais c'est ça, on fait un débat. et C'est ça votre qui est cool. émission, on vous le rappelle. De Mm, votre point de vue, nous, on dit pas que vous avez tort ou raison, on est tout là à pour fait. en débattre. Voilà. Ok, donc on disait peut-être dernier sujet du jour. On va essayer Oui, de traiter peut-être un peu plus vite, même oui, s'il y a beaucoup rapidement de choses à pour dire. juste faire le. Bon, je sais pas s'il y a beaucoup de choses à dire, très honnêtement. Mais on va parler du convoi, enfin des convois des libertés. Euh, Juste pour faire un petit point rapide, même s'il n'y a pas grand-chose à expliquer dans le fond, je pense malheureusement, c'est que depuis fin janvier, il y a à Ottawa une mobilisation de nombreux camionneurs qui sont venus littéralement occuper les rues de la ville avec leurs véhicules euh, pour manifester contre principalement les mesures sanitaires du gouvernement, les restrictions et le pass vaccinal qui lui aussi est entré en vigueur, ou en tout cas est sur le point de l'être au Canada, il me semble. Voilà. Ce mouvement des camionneurs, qui était d'abord purement un mouvement de véhiculaire, a été ensuite rejoint par 15 000 personnes environ qui se sont installées avec eux dans la ville et de manière durable. C'est-à-dire que c'est une occupation voilà, volontaire et qui se veut dans la durée. C'est-à-dire qu'on a installé des petites. Ils ont installé des coins, comment ça s'appelle, des bâtiments de ravitaillement, si on veut, des petites installations, des petites échoppes, des choses comme ça, pour soutenir le mouvement. Des gens viennent faire à manger pour les manifestants, tout ça. Enfin voilà, c'est une occupation, c'est un peu le nuit debout d'Ottawa, mais c'est très conséquent. C'est un mouvement qui a attiré beaucoup de choses ensuite, notamment de l'extrême droite. On a nommé aujourd'hui dans la manifestation beaucoup oui, de néo-nazis même qui ont été identifiés dans Ok. l'occupation. Enfin, c'est allé assez loin. Il y a des drapeaux confédérés, des croix gammées, ce genre de choses. Bah, comme dans Voilà. tous les mouvements On va y populaires, venir. quels qu'ils soient, on a. D'accord, On d'accord, va, je te laisse. on va y venir, on va y venir. Mais bon, voilà. Donc ce mouvement-là, et encore une fois, ce mouvement-là au Canada était purement inspiré sur les mesures sanitaires. Il y a donc maintenant, oui, cette semaine, vous en avez sûrement entendu parler parce qu'on en a fait beaucoup de bruit, parce qu'on avait très peur, des convois de la liberté en France et dans 2, 3 autres pays d'Europe, par exemple les Pays-Bas, voilà, et la Belgique qui est plus victime que acteur de ce phénomène. Alors, c'est quoi le concept des convois de la liberté à la sauce française, on va dire? C'est qu'il y a eu des cortèges qui sont partis à la fois euh, du sud est et à la fois principalement du nord ouest plutôt, et du nord tout court, pour d'abord se rendre à la capitale, Paris nommément donc, en véhicule, voilà, des convois de voitures. Et cette fois-ci, c'est pas tellement des camionneurs, c'est important de le préciser parce que du coup, l'occupation était quand même beaucoup plus compliquée. Mais elle a quand même eu lieu. On a tenté de venir avec des camping-cars, voilà, des grosses voitures, des utilitaires pour tenter d'occuper Paris et de provoquer en tout cas ce qui était craint, c'est-à-dire un blocage de la circulation dans la ville, comme Ottawa peut l'être actuellement sur certaines sections. La différence, c'est qu'on a noté une mobilisation très très faible, que au final, il y a
pas beaucoup de véhicules qui se sont rendus sur place. Par exemple, un des convois principaux qui partait plutôt de Nice, lui n'a vu partir que 60 voitures. Si vous comptez en manifestant, même si vous en mettez 3 par voiture, ça fait 180, ça fait pas grand-chose. Certes, ça fait des voitures, donc ça fait de la place, mais bon, c'est pas avec ça qu'on va bloquer Paris. De toute façon, Paris est déjà bloqué par elle-même, il n'y a pas besoin d'écouter Hidalgo Madame Hidalgo. d'émission. Qu'est-ce qu'il y a, pardon? Hidalgo Hidalgo d'émission. d'émission. Ah, non, mais je dis juste, voilà. Ce mouvement a été rejoint. Camo nous dit quand même, excuse-moi, IDB, Ouais. difficile d'organiser un mouvement d'ampleur type Gilets jaunes à 2 mois d'une élection présidentielle. C'est vrai, et on a vu la réaction, tu vois. Non, mais alors, ce qui est intéressant, c'est que les Gilets jaunes ont voulu se regreffer à ce mouvement-là. C'est-à-dire que en France, ce convoi des libertés, lui, s'appelle convoi des libertés aussi, parle beaucoup de l'anti-vax et de l'anti-pass sanitaire. Cependant, il y a aussi, en tout cas, c'est ce que la gauche aime bien mettre en avant quand elle parle du sujet, nommément M. Mélenchon par exemple, c'est qu'il y a la problématique aussi du pouvoir d'achat qui est mise au centre de la question. Pourquoi? Parce que c'est peut-être un poil plus symbolique de prendre sa voiture en France pour aller manifester et bloquer les rues en faisant tourner le moteur, quand on peut se plaindre du prix de l'essence qui est à 2 euros le litre. Et voilà. Et enfin, en tout cas, c'est ce que Mélenchon dit, c'est que c'est à 2 euros le litre. Voilà. Je ne fais que relayer. Je ne fais que Marco, il relayer. nous demande est-ce que tu es sûr de tes chiffres là quand tu dis ouais, ils étaient 60, ouais, machin, enfin. Ah, je ne fais que citer des articles. Les 60 de Nice me viennent, attendez, je retrouve lequel c'est. Me viennent de l'Obs, je crois. Ça a été un bordel à Paris, mais ça a été un bordel pourquoi? Parce qu'au total, donc les chiffres annoncés, je vais continuer sur les chiffres, là je finis juste Oui, pour non, pas... après, et après je t'inquiète, regarderai hein, les on te chiffres croit, quand il y aura un relais. on Voilà, te croit. ça a fait le bordel pourquoi? Parce qu'on a eu peur, que du coup il y a eu 7200 policiers qui ont été déployés à Paris. Les images sont incroyables. Les images sont assez fortes, c'est certes. Ouais, c'est Et c'est fou, surtout. hein. Et en fait, la raison pour laquelle on a mobilisé autant de policiers et que ça a tout de suite dégénéré, entre guillemets, c'est que la manifestation n'a jamais été autorisée. Contrairement à beaucoup des mouvements sociaux des Gilets jaunes qui existent encore. Donc la police a été rejetée et en soi. Dire dans l'état de droit dans lequel on vit, la réaction n'est pas scandaleuse. Les réactions globales. Ça se discute ça quand même en vrai, hein. Non, mais je veux dire, elle n'est pas scandaleuse dans le sens où non, mais tu Ouais, peux toujours parler. Non, mais tu peux toujours pas. On peut toujours discuter de l'impact de la police et de la façon dont la police réagit. Mais le fait que tu interdises une manifestation et que Mais tu la, déjà, sous quel prétexte tu l'interdis? Déjà le prétexte il est, enfin, je pense qu'on peut déjà dénoncer ça dans un premier temps, et ensuite la disproportion de la réponse, qui aurait jamais été la même s'il n'y avait pas eu les gilets jaunes avant. Kamokato nous dit on peut constater que du côté des médias aussi les leçons des gilets jaunes ont été digérées. Lui il parle d'accusations d'antisémitisme qui n'ont pas attendu. On y reviendra, ça aussi on en a parlé. Enfin, en tout cas voilà, il y a eu une réaction quand même que moi j'ai trouvé absolument disproportionnée par rapport à ce que c'était. Tu peux pas le présenter d'un côté en disant ouais ils étaient 60 et de l'autre dire que c'est normal qu'il y ait 60 blindés sur les Champs-Élysées, tu vois. Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. J'ai juste dit Non, je sais, hein, j'exagère Non, volontairement, mais j'ai hein, pas dit ça. évidemment. J'ai dit le simple fait que la police soit intervenue immédiatement et n'ait pas laissé, on va dire, les 60 personnes ou les 60 véhicules Oui. qu'il y a pu y avoir ou les 300 véhicules qu'il y a pu y avoir cumulés et autres, c'est parce que la manifestation n'était pas autorisée. Pour moi, c'est juste important de le souligner. D'accord. Voilà. Non, mais Pourquoi? Parce que derrière, il y a aussi des très forts chiffres d'interpellation. La préfecture de police se targue de 97 interpellations, 513 verbalisations. Voilà. Ce qui est quand même voilà, des chiffres conséquents, quelle que soit la manifestation, et surtout si on veut dire que la manifestation était de petite ampleur. Voilà. On a retrouvé les Gilets jaunes, je dis ça pourquoi? Parce que Jérôme Rodriguez, évidemment, a été arrêté aux abords de l'Élysée. Et surtout parce que ces mouvements-là, en fait, naissent, on va dire, enfin prennent de l'ampleur de la même façon. C'est-à-dire que le convoi de la liberté en France a été, on considère qu'il a été alimenté sur Facebook principalement avec un groupe Convoi de la liberté qui rejoint 230 000 personnes, mais qui ont été fortement relayés sur tous les groupes de Gilets jaunes et ce genre de choses. Et donc on considère quand même qu'il y a on s'appelle enfin, que ça se superpose, quoi. Et que ça se rejoint. Cependant, oui, effectivement, la mobilisation est quand même moindre.
Euh, de là à dire que ensuite, et, bref, les organisations. Je me perds, excusez-moi. Euh, tout ça pour continuer ensuite que la manifestation, pourquoi elle est dans plusieurs pays en Europe aussi, c'est parce que les convois ont un objectif qui n'est pas Paris au final, mais Bruxelles. Certains ont prévu de faire le voyage en plusieurs fois et donc iront à Bruxelles le week-end prochain, ou d'autres ont continué directement. Donc la manifestation s'est prolongée jusqu'à Bruxelles, où il y a eu, selon Bruxelles, une 130 véhicules à la fin qui se sont rejoints qui venaient principalement de la France et des Pays-Bas. C'est pour ça que j'ai dit que Bruxelles que la Belgique était plus victime que acteur de ce là. Et que là aussi il y a eu des interpellations parce qu'il y a des gens qui venaient principalement pour casser. C'était pas parce que la mobilisation était problématique. En revanche, par exemple à Bruxelles, il y a J'ai- eu, oui, Ouais, non, j'ai juste une petite question parce que, enfin, pardon, hein, je me perds aussi un petit peu, mais justement, tu dis oui, bah, il y a les casseurs. Tout à l'heure, tu parlais de néo-nazis, mais encore une fois, évidemment que dans ce genre de manifestation, on va toujours mettre en lumière les excès d'une minorité. Enfin, c'est pas nouveau, ça. Peu importe les manifestations, on a ce genre de problème-là. Est-ce que c'est particulièrement le cas oui, ici c'est ou est-ce particulièrement le qu'il y cas a... ici parce que parce que la manifestation de base est non autorisée et donc ça, je pense, met en avance met en valeur, en avant le fait que ça tout de suite on a rejoindre. Et du coup, pour moi, ça contribue plutôt à dire que c'est pas dans l'organisation de la manifestation de ramener ces gens-là. D'une, Mhm. de ce côté-là, et de deux, en revanche, ce que ça souligne aussi, c'est que tu fais une manifestation sauvage comme ça avec des gens qui décident en moins de 3 jours, que si tu regardes, c'est sur la dernière semaine que les 230 000 personnes sont arrivées sur les groupes et ce genre de choses, donc la manifestation s'est mise en place très rapidement. Mhm. Voilà, décider de prendre ta voiture pour descendre sur Paris et faire ce genre de choses en si peu de temps, c'est pas une manifestation organisée. Bon, tu la refuses. Je peux te dire que c'est peut-être plus compréhensible dans ces conditions-là, puisque tu disais aussi sur quel fond Oui, oui. on la Non, bah, moi je refuse. trouve ça en tout cas difficile à accepter de refuser des manifestations, quelles qu'elles soient, tant qu'elles ne présentent pas un réel danger de trouble à l'ordre public, puisque c'est quand même ça qu'on invoque hein, pour interdire la liberté de manifester. Mais parce Je que Bon, écoute, voilà, on pourrait en discuter longtemps. Moi, je trouve ça compliqué de le justifier. En tout cas, j'aimerais qu'on ait plus à le justifier que ça, mais c'est mon opinion. Après, moi, une question qui me taraude un peu, parce que j'y comprends pas grand-chose, c'est quoi ce mouvement-là? Parce que moi, Mhm. j'ai vu de l'antivax, vraiment beaucoup, beaucoup d'antivax, mais il y a pas que ça. Il y a quoi? Il y a aussi des gens qui sont des gilets jaunes. Il y a aussi des gens qui veulent juste, gueuler contre, ce qui se passe dans ce pays. C'est quoi? Ça veut dire quoi le convoi de la liberté? Des libertés. Des Parce que libertés, c'est pardon. plusieurs libertés, oui. justement, c'est ça? Et ben Oui, justement, là, si c'est vous plusieurs pouvez peut-être. libertés. C'est parce que c'est pas Et, que parce que justement, là où au et Canada, je la précise juste, manifestation. je pose aussi la question pour le chat parce que vous avez l'air vachement Oui. bien renseigné sur ce sujet-là. Vas-y, Débé, excuse-moi. Non, je dis ça juste parce qu'au Canada, la manifestation, encore une fois, est restée très axée sur le pass sanitaire Ouais, mais euh, pas de temps en France, non? Enfin, j'ai pas Alors, l'impression, en tout non, cas moi, justement, peut-être. justement, justement, c'est bien pour ça que je dis ça, c'est que c'est un mouvement différent juste au une petite final, qui parenthèse, s'appelle pareil, mais qui n'est pas. Oui. Au Canada, aujourd'hui, l'Ontario a dit qu'ils allaient lever le pass sanitaire, justement, à la suite, entre autres, Ah de ce ouais. mouvement-là. Voilà. Oui, et la En différence, voilà, et la différence aussi, c'est que l'Ontario, hein, juste pas l'État, la l'État de différence, l'Ontario. la différence aussi, c'est que les camionneurs qui sont un groupe syndiqué et qui s'est organisé pour la manifestation, enfin pour en tout cas faire ce cortège de manière individuelle d'abord et qui ensuite a été rejoint par les personnes qui les ont vus agir, c'est quand même un autre phénomène que celui qui a eu lieu en France. Vie, tu dis, je trouve ça dommage de vouloir décrédibiliser cette manifestation en leur mettant sur le dos des prétentions de nazis. Bah justement, c'est pas ce qu'on fait. Non, non, Euh, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. et C'est voilà. juste que Mais alors, c'est passe vaccinal, pouvoir d'achat, énergie. Donc, en fait, on a l'impression que c'est un peu un melting pot de ce qu'on a eu, des oui, revendications oui. qu'on a eues ces dernières semaines, en Ouais. mêlant un peu tout. Mais qu'est-ce qui est différent? Parce que les manifestations néo-gilets jaunes de ces derniers temps, c'était déjà ça aussi. C'était déjà l'énergie, c'était déjà le Oui, pass vaccinal. c'est Donc, pour qu'est-ce ça que qui est je dis que différent? c'est très fortement rejoint par les Gilets jaunes et pour moi, Ouais, ouais, mais je ne semble pas Kamokato, identifier de ligne directe sous-jacente. Kamokato, il dit, je le rejoins un peu anti-vax, comme les Gilets jaunes s'étaient fondés sur le prix de l'essence. Ce malaise est bien au-delà de ça. C'est un ras-le-bol général, mais comme il s'agit de franchouillards qui aiment son godet et son clocher, l'élite fait la fine bouche. Bah, franchement, Kamokato, moi, je suis assez d'accord. Kamikato, ce soir, il a la Ouais, plume. non, mais j'avoue qu'il a inspiré ce soir.
Vous J'espère qu'il faites mieux sera, que les journalistes le disent, j'espère qu'il Raphaël. sera aussi Écoute, inspiré la merci. semaine prochaine. Wink wink. Merci Bravo. Merci Grave. pour ton follow d'ailleurs. Wink, wink. Continuez, je vous en prie. En revanche, je tiens juste à préciser qu'il y a eu quand même une tendance dans les réactions des réseaux sociaux concernant les manifestations et concernant la façon dont elles ont été réprimées par la police, de faire la comparaison justement avec l'Ukraine et la Russie. Euh, peut-être pas Ah le, oui, c'est de peut-être, c'est il peut-être ferait pas. mieux d'aller à Kiev, Non, non, les non, dans troupes. l'autre sens. Dans l'autre Non? sens, Ah oui. c'est de dire, oh, on me dit dans l'oreillette que la répression à Kiev est extrêmement violente depuis que la Russie a envahi l'Ukraine. Ah non, pardon, c'est la Champs-Élysées, c'est la police, c'est Paris, c'est la France, c'est la démocratie. Voilà, c'est peut-être pas le meilleur moment pour faire ce genre de parallèle, mais il est là. Mais moi, j'ai du coup, dans la ligne des interrogations qu'avait Adrien, c'est plutôt, est-ce qu'on a là potentiellement quelque chose qui va avoir un impact sur l'élection présidentielle? C'est-à-dire, est-ce qu'on va avoir là le mouvement, donc du coup, qui va agréger un peu tous les mécontentements, qui finalement ne se retrouvent plus dans un vote à gauche ou dans un vote contestataire, ou d'ailleurs ça peut aller de pair, parce qu'on a bien vu d'ailleurs que Jean-Luc Mélenchon avait plutôt soutenu ce mouvement, en tout cas il n'avait pas désavoué. Est-ce qu'on est face à quelque chose qui, bah, c'est fini, parce que de toute façon, Bruxelles, ils ont dit, ça sera non, donc Ouais, ils vont ouais. bloquer aussi. Est-ce que ça fait pchit? Ça, on en parle aujourd'hui, mais est-ce que c'est un truc est-ce que ces Après, trois voilà, sujets qu'on a eu aujourd'hui, on va les en parler gilets pendant jaunes, 2 ans on ou se pas? disait aussi, ouais, ça va pas durer. Au final, mec, t'as vu le temps que ça a duré? Aucun impact, car ils n'ont pas de candidat, justement, les gilets jaunes non plus. Mais mec, Enfin, les gilets jaunes donc, je sais non pas. plus. Enfin, même s'ils s'en sont dégagés après des figures politiques. Mais non, par contre, moi, le seul truc où je me dis: «Bah non, ça va peut-être pas prendre», c'est que là, pour le coup, il y a en plus la question, bah, de la vaccination qui divise beaucoup, beaucoup, beaucoup trop pour agréger toutes les tensions qu'il y a derrière et du coup, je suis désolé, hein, mais je pense qu'il y a la plupart des gens qui regardent ce mouvement-là avec, voilà, un peu de mépris. Dans le chat, on dit Heu, aucun impact ou épiphénomène, ça n'aura un impact. Mais toi, Alors, IDB, tu vois, mais genre. le problème, c'est ouais. que ce que j'ai avec dire épiphénomène, et c'est là où c'est peut-être un peu réducteur, c'est que oui, c'est un épiphénomène sur la manifestation, et j'ai réduit enfin, je comprends que les faits que j'avance par rapport à ça puissent sembler réducteurs par rapport à la mobilisation, mais comme tu le dis si bien justement là, juste avant, c'est que le fait qu'il y ait le pass vaccinal, qui est un sujet beaucoup plus divisé et qui, lui, tend beaucoup moins à la question sociale en finale, enfin à tous les autres problématiques sociales qu'il y a derrière, c'est-à-dire le pouvoir d'achat, ce genre de choses, euh, et qui du coup va plutôt entraver le mouvement qu'autre chose. Euh, la différence, c'est que c'est un épiphénomène parce que ça touche qu'une tranche. Mais là où ça rejoint Kamokato, c'est que le malaise est très fort. Il est très très fort pour une petite tranche, mais pour une petite tranche de la France. Mais si le malaise est si fort pour une petite tranche de la France, c'est peut-être qu'il faut agir de manière un peu plus conséquente à ce niveau-là. Voilà, et peut-être réagir plus précisément à cette petite tranche qui, elle, peut-être est vraiment dans un malaise. Mais ça revient à parler du seuil de pauvreté, des salaires minimums, ce genre de choses. Et qui sont des problématiques de pouvoir d'achat principales, effectivement. Et donc, Oui. mais donc en fait, les médias, entre guillemets, font la même erreur qu'avec les Gilets jaunes, qui a été cette critique tout de suite et ce mépris. Les Gilets jaunes, on a tout de suite dit, ah, regardez, ils sont violents, on met le pauvre, vous voyez, on jette le pauvre là-dessus, ils sont violents, on n'entend plus parler. Au bout d'un moment, il va falloir peut-être comprendre que, parce que si on a peut-être des gens en commun là-dedans, il faut peut-être comprendre à un moment Oui, oui, bien sûr. qu'il y a des revendications qui sont portées par personne dans la scène politique et qu'il y a des gens qui ont envie de s'exprimer. Et enfin, on mais peut surtout pas la ne pas plus- les écouter. Oui, Vas-y, mais je t'en prie. non, mais la plupart des figures du mouvement qui ont été identifiées rapidement après, encore une fois, ce sont celles des Gilets jaunes. Comme je dis, Jérôme Lopez, ce genre de choses, qui se sont tout de suite remarqués dans le groupe et qui ont tout de suite venu reprendre le flambeau quand il s'agissait d'une représentation. Après, le contre-coup, je pense aussi, qui décrédibilise un peu la mobilisation, c'est qu'elle s'organise grâce aux réseaux sociaux, mais que derrière, sur les réseaux sociaux, elle montre des choses qui ne sont pas forcément très positives pour le mouvement lui-même. C'est-à-dire qu'il y Mais a très quoi, mec? Ça, c'est un mouvement populaire et c'était déjà le problème avec les gilets jaunes, si on peut appeler ça un problème. Enfin, sauf que c'est le contre-coup parce que c'est un contre-coup de communication. C'est ce qui permet aux journalistes, je pense, de décrédibiliser la chose beaucoup plus ouais, rapidement derrière. quand tu vois la com de Pécresse, elle est encore un lien Mais entre j'ai deux pas, sujets. mais attends, mais Excuse-moi, non, hein, mais non, mais attends, je suis complètement d'accord et je dis pas que, enfin voilà, j'essaie juste d'identifier le pour et le contre dans ce sujet-là, mais on a passé 40 Hmm. minutes à découper Pécresse et à raison, parce que pour moi, il y a un grand problème de communication, si je suis d'accord avec toi. Ouais, ouais. Voilà. Mais voilà, c'est tout. Après, il n'y a pas grand-chose à dire de nouveau. Pour moi, c'est vraiment dans la même ligne. Et ça revient à dire exactement ce que dit Capello. C'est un malaise profond qui existe pour une certaine tranche qui se sent obligé toutes les semaines, tous les week-ends, de
se faire entendre et avec des méthodes toujours différentes et de plus en plus, on va dire, radicales ou expressives. On a des réactions dans le chat que je vais lire. On a Haute-Vie qui nous dit: «La Macronie s'est fourvoyée avec le pass vaccinal, c'est une honte incommensurable, mais comme BFM, France TV et TF1 LCI sont pro-Macron, ça matrix la population». Je note que toutes les chaînes n'ont pas été mentionnées dans ton commentaire, Haute-Vie. Grave. Camocato dit: «Si Zemmour ou Le Pen, voire Mélenchon ou Roussel étaient en décrochage dans les médias, le convoi aurait pu être pour eux le moyen de retrouver un souffle». Bah, Mélenchon, il a dit Ouais, quoi sur il a pas dit qu'il avait Et ils ont tous. été Alors, sympathique? oui. Non, non, mais justement, j'ai pas trop parlé des réactions, mais toutes les personnes que tu as mentionnées ont des réactions plutôt positives. Pas en avançant les mêmes arguments, mais par exemple, Mélenchon, encore une fois, c'est le premier à dire ce mouvement, c'est le mouvement du pouvoir d'achat, pas d'autre chose. Et le pouvoir d'achat, c'est un truc que je soutiens. Roussel, lui, malheureusement, enfin, malheureusement. Non, c'est Jadot, pardon. Jadot a dit bah, je ne peux pas soutenir le fait qu'on prenne sa bagnole pour manifester et qu'on la fasse tourner juste pour la faire tourner. Mais je suis d'accord aussi avec ces gens sur les problèmes, sur les autres problèmes qu'ils peuvent souligner. Donc voilà, si, tous ces gens-là, on rejoint. Et pareil, euh, Le Pen a dit qu'elle entendait cette partie de la population et qu'elle en lui disant si vous êtes contre le pass vaccinal. Alors elle a mis l'accent sur le pass vaccinal dans sa réaction. Elle a dit si vous êtes contre le pass vaccinal et ce genre de choses, il s'agit d'aller voter et de voter en conséquence. La réaction de Taubira a été de dire moi je suis pour tous les mouvements sociaux et contestataires et ce genre de choses pour qu'on puisse les laisser s'exprimer, donc la manifestation a dû avoir lieu. Enfin si, tous ces gens-là, comme tu le dis, ont réagi dans le sens que tu... voilà. Ça n'a pas été Ok. un moyen de retrouver du souffle, c'est juste qu'ils ont tous réagi dans le sens qui effectivement convenait, je pense, à leur plan électoral. Mais enfin, le fait est que le mouvement est quand même pas non plus phénoménal et que du coup, oui, c'est pas forcément le place qui va changer l'élection. Des commentaires peut-être encore, Adrien? Ouais, bah, écoute, tu me dis le pass vaccinal, je pense pas qu'il peut entraver le mouvement. Je ne pense pas que les gens le souhaitent. Les médias en font tout un pataquès pour pas grand-chose. On ne connaît aucune personne qui est vraiment pour et les gens se vaccinent pour être libres et pas pour la maladie. Alors oui, bon, moi j'en connais des gens qui sont sincèrement pour le pass vaccinal. Après, voilà, ça c'est à titre personnel. J'ai déjà évoqué un peu les problèmes que ça me posait ces restrictions de liberté-là, mais ça, c'est un débat qu'on a déjà eu et qu'on pourra revoir de toute façon et qu'on aura forcément en commentant les débats de cette présidentielle. Oui, oui, ça va revenir sur le tapis bien des fois. Si Cam- Zemmour, LP, c'est ce que tu allais dire Ouais, non, mais en fait, c'est juste que Vas-y, du coup, vas-y. Kamokato, il nous dit qu'effectivement, la différence avec les Gilets jaunes, c'est qu'ils ont des sympathies, mais personne ne va soutenir le convoi parce que on connaît ni le fond, ni l'ampleur, ni l'évolution. C'est Mm. vrai qu'il y a 2 mois du premier tour, ça peut être un make it or break it pour la campagne, désolé pour Ouais, l'anglicisme, mais complètement. si jamais tu te rends compte que ça prend l'eau ce truc-là et que toi tu l'as soutenu, ça sera pas une bonne pub. C'est ce que veut dire Kamokato, quoi. On sait pas où Ouais, ça va aller. ouais, je comprends bien. Et Haute-Vie n'avait pas cité CNews, effectivement, car c'est un contre-pouvoir, certes tout aussi orienté, mais ça reste un contre-pouvoir minoritaire. Ouais. Je ne sais pas ce que tu sous-entends par minoritaire, parce que je pense que Oui, enfin, sûrement c'est d'être minoritaire minoritaire. en termes J'aurais plus d'audience. facilement tendance à te parler de contre-pouvoir de presse de gauche. Ça Mais alors. bon, ça alors, Mais, n'est-ce pas? mais nous faisons vivre le débat. Tout Est-ce qu'il y à avait d'autres fait. points que tu voulais évoquer, IDB? Parce qu'il est Ah ouais, 22h40. Non, 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 On va c'est gentiment aller se coucher. notre émission. Ouais, on a bien causé aujourd'hui, hein, c'était oui, cool. oui, non, non, j'ai, ouais, voilà, je pense que j'ai pu voir dessus. Ah, bah, Ouais. J'ai merci. pas d'autres points particuliers. Et puis merci à vous, le chat, vous avez Ne confondons été pas bien. majoritaire et dominant. Effectivement, Oui, tu as tout à fait c'est raison, vrai. Kamokato. Je me, C'est je une me permets, Merci. je me remarque permets juste de faire un pertinente. auto-fact-checking. C'est pas 230 000, c'est 270 000 abonnés qu'il y a sur le groupe du Convoi de la Liberté. Pardon. Ok. Vous faites souvent des lives, nous demande Braco. Bah écoute, tous les lundis, et on va en faire un peu plus là. Tous les lundis, c'est sûr. Tu Ouais, retrouves ça c'est toujours le sûr, lundi de sûr, 21h sûr. à 22h30, 22h45. Donc tous les lundis, pour soit des retours sur l'actu comme aujourd'hui, soit comme la semaine prochaine, une émission sur l'éducation. On aura des gens en Tout un plateau qui vont débat, venir ouais, voilà. discuter. Soit comme dans 2 semaines, un quiz. Par contre, là, on va diversifier les contenus à l'approche de la présidentielle. On va faire d'autres choses, notamment plus en lien avec l'actualité directe. Et là, je pense que entre les sujets qu'on a traités aujourd'hui, l'Ukraine, là, visiblement, comme si... En fait, je vais finir là-dessus parce qu'on a ouvert le finir. Je me suis renseigné pendant que mes chers amis
parlait de choses très intéressantes par ailleurs. En fait, ça a été confirmé par CNN il y a 2 heures, cette histoire que le président ukrainien aurait reçu l'information de l'attaque de mercredi, mais son conseiller aurait dit que c'était une blague, enfin de l'ironie. Ouais, c'est un peu l'ironie que j'ai du mal à comprendre. Donc ça a été confirmé par CNN, ce passage-là. Donc on va suivre cette question-là. On va suivre évidemment les convois des libertés, parce que comme le dit Kamokato, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas où ça va, mais évidemment, c'est très intéressant. Et puis les péripéties de Valérie Pécresse, d'Emmanuel Macron, de tous les autres, on va le suivre aussi. Tout à fait. Bah voilà. Bon bah voilà, on se retrouve lundi pro. On a une chaîne YouTube d'ailleurs, si vous voulez, si vous nous découvrez et que vous voulez aller voir. Vous allez voir, il y a on plein de vues. Voilà, nos YouTube, on le met juste parce que c'est important d'avoir des replays. Oui, Mais c'est si ça. vous voulez avoir une idée des sujets qu'on a traités, n'hésitez pas à en Ouais. parler entre vous, autour de vous, pardon, et entre Bah, vous, grave. si c'est la première fois que vous nous suivez. Nous, bien sûr, comme on compte sur vous pour participer, encore une fois, c'est votre émission, hein, c'est vous qui faites les débats. Nous, on est là pour vous permettre de les faire. D'autant Alors, on plus, est enfin, désolé, encore plus Tamara. encore plus qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on présente tous des sujets, mais Oui, oui. les débats, les émissions principales sont vraiment des émissions 100% débat. Il n'y a pas d'explication comme on fait là, ou de décortiquage plus précis. Si, mais juste pour modérer. C'est tout. Exactement. Voilà. Voilà, bah on se retrouve tout vite en tout cas. Merci à tous. Merci Odevi pour le follow. Merci Grave, beaucoup. merci. Des bisous. Ciao, ciao. Ciao, bonne soirée à tous. Et à lundi prochain du coup. Prenez soin de vous. Bye bye.